Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe pour un nouvel épisode. Le Trail qu'on aime, c'est quoi ? C'est une troupe de passionnés qui se réunit une fois toutes les 2 semaines pour parler trail, résultats et actu chaudes, débats, léger chambrage, tout ça dans la bonne humeur et pour la passion de ce sport qu'on aime tant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui. À commencer par celle à qui il reste 1 mois et 10 jours avant son premier ultra de plus de 100 km dans sa région natale et qui nous revient tout juste d'un petit séjour breton. Margot Lemap, comment ça va ? Hello, bah écoute, tout roule. Pas mal de boulot, de post-prod et comme tu l'as bien dit, c'est mon dernier mois d'entraînement pour ce 115 bornes là. Donc je m'ennuie pas du tout et j'ai hâte d'y être en tout cas. Tu seras accompagné par celui qui met des manches longues noires sous un débardeur en course pour ne pas avoir froid mais qui finalement a trop chaud. Mathieu Delpech, comment ça va ? Salut tout le monde, ça va bien. La reprise post-Chianti, elle a quand même été un petit peu compliquée, comme je le craignais, en partant avec une petite gêne derrière le genou. Mais maintenant, je prends le temps de préparer tranquillement les France avec ma qualif aux France en poche et ma qualif UTMB aussi dans la musette. Donc ça va le faire, on a le temps et je suis bien motivé pour préparer correctement ces France. Celui qui vient de réaliser son premier marathon sur route avec un chrono, dirons-nous, honnête pour un athlète de haut niveau à la retraite. Nicolas Martin, comment vont les mollets ? Eh ben, ça va pas mal, franchement. J'ai eu très mal à l'arrivée dans les heures qui suivaient, et bien lundi, mais depuis hier, j'ai globalement bien récupéré. Donc, je m'attendais à pire. C'est l'avantage d'avoir fait plein de bêtises dans le reste de ma carrière. Mon corps est adapté à faire n'importe quoi. Et puis enfin, celui qui nous revient aussi d'un petit séjour en Bretagne sur ses terres natales, avant de lui aussi entamer la prépa pour son premier ultra de plus de 100 km. Théo Robin, comment ça va ? Et j'y suis encore en Bretagne, donc pour voir la famille, les potes, ça fait bien plaisir. Moins d'entraînement, beaucoup plus de beurre salé, on n'est pas trop mal. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, celui qui est devenu un vrai Parisien maintenant qu'il a visité la capitale avec son équipe, qui désormais nous spamme avec son vélo taf sur Strava tous les jours. Ne le suivez surtout pas. Comment va Alexandre Viol ? Ça va très très bien, effectivement. Petit séjour à la capitale qui était très chouette. Et puis je viens de déménager de la Clusaz au Grand Bornand, et ce qui me permet de faire mes petits vélos taf à la Clusaz, puisque je continue encore à avoir un petit emploi saisonnier chez Millet, au magasin Millet à la Clusaz. Donc je suis très très content de pouvoir une première fois dans ma vie mettre en place des vélos taf sur Strava. Avant qu'Alex vous donne le sommaire, on voulait bien comme d'habitude vous remercier d'être aussi nombreux à nous écouter. À chaque fois, vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et pour nous soutenir encore un petit peu plus, n'hésitez pas à nous noter sur votre plateforme d'écoute. Et vous pouvez également nous rejoindre sur notre page Instagram, Le Trail qu'on aime, avec encore plus d'actu sur le podcast et autour de l'actu trail. Et puis le dernier truc sur lequel il faut absolument aller, c'est le canal YouTubeX sur ma page perso, donc sur mon compte Insta Mathieu Delpech. C'est là où on recrute les auditeurs, comme vous allez voir aujourd'hui. Donc si vous voulez être encore plus proche du podcast, vous savez quoi faire. Allez, place au sommaire. Les amis, du coup, au sommaire de ce nouvel épisode du Trail qu'on aime, on débutera par se faire un gros point sur les dernières actualités en matière de résultats, de mercato et d'infos croustillantes. On enchaînera ensuite avec une nouvelle rubrique de Théo qui nous parlera aujourd'hui d'un sujet grandement controversé, les étirements. On passera ensuite sur notre gros sujet du jour, axé sur l'entraînement avec cette question. La science de l'entraînement est-elle vraiment accessible en trail et à qui s'adresse-t-elle ? Un débat rendu possible grâce à Thomas de l'application Borné. Mathieu vous en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. S'en suivra la réception d'une invitée exceptionnelle, Charlotte Mouchet, ancienne athlète de très haut niveau sur 800 et 1500 mètres, qui a décidé d'opérer une transition vers le trail. On parlera avec elle de son parcours et des raisons pour lesquelles elle décide aujourd'hui d'entamer une nouvelle étape de sa carrière sur les sentiers. Puis on terminera, comme à l'accoutumée, par nos recos de la quinzaine. Un programme bien dense comme d'habitude, fait avec amour et passion. Le Trail qu'on aime, épisode 18, c'est parti. Le Trail qu'on aime. Épisode 18. Allez, on commence les actus avec le Tenerife Blue Trail by UTMB, où on a pu assister à de très beaux résultats, une belle densité sur chacun des parcours présentés. Malheureusement, on n'a pas pu assister à la présence de Thibaut Garivier et d'Aurélien Dunant-Palaz, qui ont malheureusement fait DNS avant le départ. Aurélien Dunant-Palaz qui a annoncé souffrir d'une blessure, mais qui n'a pas donné plus de précision, alors que Thibaut, lui, est tombé malade juste avant la course. Bien déçu de pas pu les avoir vus au fight sur ce très bel événement.
que d'ailleurs, Margot, tu as commenté, donc une nouvelle expérience au micro après Chianti. Je crois qu'il faisait un petit peu meilleur quand même du côté de Tenerife. C'était comment? Ouais, c'était trop chouette. Ouais, c'est vrai que c'est hyper dommage de pas voir Aurélien et Thibaut fight. En plus, Thibaut, on l'avait reçu sur le live à Chianti. Il nous avait dit qu'il était quand même bien en forme. Donc, ça aurait été chouette de le voir courir. Mais bon, c'est la vie c'est comme ça. Cette grippe, elle tourne beaucoup et voilà, c'est con que ce soit tombé sur lui. Et puis sinon, trop chouette d'avoir pu découvrir la course. Les sentiers là sur le plateau en haut, ça donnait vraiment envie avec la vue sur la mer, le Teide et tout. C'est une île qui a l'air d'être hyper diversifiée en termes de paysages et végétation. Et je crois, enfin, c'est ce que beaucoup de coureurs et coureuses ont dit dans les interviews d'arrivée. Donc, ça donne vraiment envie d'y aller. Et puis, parler non-stop pendant plus de 10 heures, c'est quelque chose. Mais encore une fois, c'est passé. Donc, hâte d'être à la prochaine. Juste, on le rappelle, tu n'étais pas sur place. Hein, tu Oui. commandes depuis un studio dans les Alpes. Ouais, depuis La Roche-sur-Foron, ouais. Ça sera la prochaine étape, ça, aller commenter directement sur place. Non, c'est mal, Alex. C'est pas forcément nécessaire. Et non, parce qu'elle prendra son temps, elle ira en bateau, bien sûr. Allez, pêle-mêle, on a vu quelques beaux résultats, notamment le retour victorieux de Tom Evans sur le format 100 miles après son DNS à la Trans Gran Canaria. On a vu aussi une double victoire polonaise, celle d'Andrzej Witek sur le format 100K et de Marcin Kubica sur le format 50K. On a aussi vu encore le retour à la compétition de Sheila Viles qui a terminé 4e du format 50K. Et puis, on a aussi surtout assisté à la très belle 3e place du Français Baptiste Petitjean sur le format 100K qui faisait précisément 73 km et 3000 mètres de dénivelé. Baptiste, il est devenu athlète millet cette année. Une belle confirmation de son gros potentiel. Lui qui compte déjà un top 10 à la CCC en 2023 et un podium sur le 90 du Mont-Blanc en 2024. On le verra cette année d'ailleurs sur la Maxi Race, l'un de ses gros objectifs, et sur la TDS pendant la semaine UTMB, aux côtés d'Antoine Charvolin, notamment, qui lui a annoncé aussi sa participation à la TDS. Cet Antoine Charvolin, justement, transition parfaite, puisqu'il était présent ce week-end sur le trail des Glaisins. Il s'est imposé sur le format 30 km. Une course de rentrée pour quelques noms connus de la discipline, habitant non loin de la capitale du trail à Annecy. C'est un trail qui est sur les sentiers du Mont-Verrier, donc forcément bien connu des trailers annéciens et des participants à la Maxi Race aussi. On a pu voir de belles densités chez les femmes et aussi chez les hommes. Donc sur les deux formats, il y avait 3 formats, mais il y avait surtout les formats les plus attendus, format 30 km et 20 km qui étaient qualificatifs pour les championnats de France. Donc Antoine s'impose au sprint sur le 30 km devant Gauthier Herriot. L'infatigable Adrien Michaud prend lui la 3e place. Chez les femmes, sur ce même format, on a pu voir Anise Rousset l'emporter devant Anne-Cécile Thévenot. Deux athlètes qui seront certainement deux des grandes prétendantes à la victoire sur les France de trail long début juillet. Et Camille Poquet s'est emparé de la 3e place. Un podium qui se tient en 3 minutes quand même sur près de 4 heures de course. Donc c'était vraiment très intéressant à suivre. Et puis sur le 20 km, coup double pour la Colibri Trail Academy avec la victoire de Thomas Butès devant Léo Tuaz. Rémi Longchamp, 3e. La jeunesse a pris le pouvoir sur ce format. Belle course de rentrée pour nos jeunes avec aussi, je fais un peu de pub, mais Pierre Paulet qui lui a fait 25e et qui est venu chercher sa qualif en mode sortie longue. Et puis, à noter aussi quand même la présence de Théo Bourgeois et Pierre Galbourdin qui étaient annoncés comme grands favoris sur ce format, mais qui se sont malheureusement perdus alors qu'ils étaient légèrement en tête un petit peu avant la mi-course. Et ils ont quand même été obligés de terminer la course après avoir perdu près de 10 minutes pour eux aussi pouvoir obtenir la qualification de France. Et on retrouvera ces deux athlètes sur les Golden Trail World Series sur la première manche qui doit se tenir en Chine dans 3 semaines. Alors que chez les femmes, la victoire est revenue sans conteste à Marine Quintard devant Jessica Pardin et Perrine Abadi. Et allez, pour terminer là-dessus, petite anecdote, on faisait une sortie longue sur le parcours avec notre grand ami Louis Travaillot. Et il y a un auditeur du podcast, Stéphane, qui nous a salué et qui nous a très gentiment dit qu'il écoutait et qu'il aimait beaucoup le podcast. Donc, merci à toi, Stéphane. C'était très, très sympa de discuter avec toi. Voilà. Mathieu, est-ce qu'on passerait pas au skyrunning maintenant ?
Skyrunning World Series qui ont commencé, on ne sait plus où donner de la tête en ce début de saison. Donc déjà 3 manches qui ont eu lieu, 2 manches en Espagne et 1 manche au Mexique. Donc pour l'instant c'est plutôt du côté hispanique que ça se passe. Et on a pu voir Fred Tranchant prendre la 2e place au Mexique. Il a fait un voyage en Amérique la centrale pour le coup en ce début d'année. Et puis bientôt la 4e manche qui va avoir lieu au Chili avec un autre Français, Damien Humbert. Et donc chez les hommes c'est Lucas Del Perro de chez Scarpa qui est en tête avec déjà 2 victoires, suivi du Suisse Roberto De Lorenzi qui est reparti sur les chapeaux de roue en ce début de saison en termes de dossard inarrêtable, la tête de chez Brooks. Et puis 2 courses de 2e place pour Roberto. Donc il se fait une petite tournée espagnole puisqu'il a aussi couru à Tenerife sur le format 50K, mais là il est un petit peu coincé sur la fin. Et chez les femmes, c'est la Roumaine Denisa Dragomir qui mène les débats pour l'instant avec 2 deuxièmes places en 2 courses. À préciser que la manche française du circuit aura lieu dans 2 semaines, le 20 avril sur la Sky Race des Mathésins, où on devrait avoir comme chaque année un plateau très dense d'athlètes français notamment. Ça, c'est pas très loin de chez toi, Nico, non? Est-ce que tu vas aller suivre la course? Je pense que je vais aller voir cette belle bataille, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des courses de niveau international à proximité de la maison. Et je pense que cette fois-ci, je vais aller sur le parcours plutôt que de prendre un dossard, parce que malheureusement, maintenant, j'ai plus le niveau pour voir ce qui se passe devant. Donc, je vais aller voir ça sur le terrain. Ça devrait être chouette. Les conditions seront pas trop mauvaises, parce il y a encore un peu de neige sur le sommet du parcours, mais ça devrait être super sympa. Et sinon, de manière plus globale, c'est un circuit qui comporte vraiment beaucoup de courses, et c'est vrai que j'ai un peu du mal avec la compréhension du circuit, parce que ceux qui la jouent un peu tactique peuvent se retrouver bien classés sans forcément se confronter avec les autres coureurs. C'est toujours un truc qui est un peu particulier, je trouve, sur ce circuit. Allez, on aura l'occasion d'en reparler du skyrunning durant la saison. Petit détour par le défi de l'Olympe, un format assez spécial puisque c'est un format de 6 heures de montée. Où vous devez réaliser en 6 heures un maximum de montée de 5 km et 500 mètres de dénivelé positif avec une descente en télécabine, donc idéal pour bosser la montée sans la casse musculaire du D-. Et j'étais obligé d'en parler puisqu'un Cantalou du nom de François Boulard s'est expatrié et est venu s'emparer de la 3e place avec 9 montées au compteur, tout comme le vainqueur de la course, Nicolas Gourdon, et son dauphin Elliott Rétuli. Bravo François, le Cantal est fier de toi. Et chez les femmes, c'est l'américaine Kathleen Allen qui l'a emporté devant la locale Marie Dehain et Laure de Jaclot. Elles ont réalisé 7 montées chacune. Mathieu, il me semble que tu avais déjà participé à ce défi de l'Olympe, non? Et non. Ah, pas du tout. Mais il a fait le Salève, non? J'ai fait la montée du Salève, qui est un format relativement similaire, où là c'est un format 6 heures sur une montée qui fait, si je me trompe pas, autour de 750 mètres de dénivelé. Et moi je vais faire ça aussi début mai du côté de l'ultra montée de Thollon-les-Mémises, sur seulement le 4 heures, puisque là-bas il y a un 2, 4 et un 8 heures. Et Nico, rapidement, les intérêts de faire ce type de montée, de faire ce type de course, on a vu qu'il y avait quand même Elliott Rétuli, Nicolas Gourdon, et aussi on a vu Simon Guignard. C'est quand même des athlètes de haut niveau qui sont venus là justement pour préparer la suite de la saison. C'est quoi les grands intérêts justement de faire ce type de course? Pour moi, le gros intérêt de ça, c'est que ça te permet vraiment c'est plutôt orienté pour des gens qui font quand même un peu du long. Et le but, c'est de cumuler beaucoup de travail en dénivelé positif sans avoir l'obligation de descendre, parce que voilà, là, ils ont dû cumuler plus de 5-6 000 mètres de dénive. Si tu veux le faire dans une journée, c'est une sortie absolument monstrueuse et qui est quasiment pas possible à faire. Donc c'est vrai que c'est ça le gros intérêt. Et globalement, quand on fait ce qu'on appelle du concentrique, donc de la montée, on récupère quand même beaucoup plus vite, parce qu'en gros, on est sur un effort un peu type vélo, et ça permet de cumuler une grosse charge de travail sans être trop impacté, alors que quand on commence à faire des sorties longues, souvent il y a quand même la composante excentrique qui crée beaucoup de fatigue et qui amène une modération du reste de l'entraînement dans les jours qui entourent ça, alors que là, le lendemain, par exemple, on peut aller faire du vélo ou reprendre dans les 2 jours qui suivent l'entraînement. Allez, en outre des compétitions, on a pu suivre ces dernières semaines le nouveau projet fou de Fleury Roux. Après la Norvège et le Népal, Fleury, avec son pote Pierre Martinez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traversé la France en ligne droite, du point le plus au sud au point le plus au nord. Tout ça en orientation, donc sans GPS, et avec la petite contrainte de faire ça dans un couloir de 5 km, donc 2,5 km à l'est, 2,5 km à l'ouest, sans jamais sortir de ce couloir. Le frère de Fleury était à l'assistance, Corentin, avec qui il avait traversé la Norvège, et ils ont fait cette traversée en multisport, en VTT, en gravel, en trail, et avec un peu de canoë pour traverser la Loire. Un peu plus de 1330 km en 11 jours. Mais qui
de mieux que Fleury pour nous raconter son aventure. Lui qui était venu aussi nous parler du Népal dans l'épisode 9 du podcast. Et ben Fleury, il nous a fait le plaisir de nous faire un petit retour d'expérience. On vous laisse écouter tout ça. Allez, fais un jingle, Alex. Mais pourquoi tu veux un jingle ? Dis le vocal de Fleury. Bah c'est bon, tu l'as fait. À la suite. Le vocal de Fleury. Hello Alex et hello l'équipe du Trail qu'on aime. Alors, petit retour rapide de notre aventure là, à Zimtner, qui s'est terminée il y a pas si longtemps, la semaine passée. J'en avais déjà parlé dans un des épisodes là, cet hiver. Donc, l'idée du projet Zimtner, c'était de partir donc, du point le plus au sud de la France, le pic Comanegra dans les Pyrénées-Orientales, et en fait de tracer un azimut nord, 0 degré, et qui nous amène en fait cet azimut pile au point le plus au nord de la France, donc sur la plage de Brédune. Et donc l'idée c'était de faire cet azimut en ayant la contrainte d'un couloir de 5 km. Donc l'idée c'était pas sortir de ce couloir-là, donc par rapport à cette ligne d'azimut, donc de tracer une ligne droite, de pas dépasser ce couloir de 5 km, donc 2 km 5 à l'est, 2 km 5 à l'ouest, donc que ça soit pour orienter, pour manger ou pour dormir. Donc l'idée c'était vraiment de tracer cette ligne la plus directe possible pour traverser la France. Et j'ai partagé ce projet donc avec Pierre Martinez, un copain avec qui je fais pas mal de raids et d'orientation. Et donc on a fait au total 1300 km. On avait réparti des sections, donc on avait 3 jours à pied au début, où on a eu pas mal de sentiers. Et d'ailleurs la végétation du sud a été un petit peu compliquée parce que c'est assez épineux et c'est assez dense, donc on s'est retrouvé dans des belles galères. Des fois on a fait quelques kilomètres en plusieurs heures, quoi. Donc ça n'a pas été facile. Après on a pris le VTT sur la partie qui nous menait jusqu'en Aveyron, et là on a fait un petit peu de hors-sentier aussi, quelques parties un petit peu techniques, mais globalement ça roulait plutôt bien. Et après, arrivé dans le Cantal, donc chez toi, Alex, hein, on a eu du vent, mais ça, c'était pas très grave. Mais non, beaucoup de barbelés. Et là, on a refait pas mal de ressentiers. On a refait 2 jours à pied, en fait, dans cette section-là. Et c'était pas si évident parce que ça grimpait pas mal. On prenait les vallées, en fait, on les coupait perpendiculairement. Et donc, on faisait beaucoup de ressentiers et on avait beaucoup de champs de clôture à passer. Donc, et on est passé aussi des fois dans quelques jardins et des propriétés privées. Mais voilà, ça, faut pas trop le dire. En tout cas, on a toujours fait vraiment attention là où on passait, et on n'a jamais gêné. D'ailleurs, la majorité des gens qu'on a croisés nous ont toujours ouvert quand même, des fois le champ ou ouvert le portail de leur jardin, quoi. Donc ça, c'était marrant. Et ensuite, une fois passé le Cantal, on a pris les gravels pour finir. Donc là, on faisait à peu près 200 km par jour. L'idée, c'était de mettre 3-4 jours pour finir. Donc on a mis 4 jours, avec notamment la fameuse traversée de la Loire, parce qu'il n'y avait pas de pont à cet endroit-là pour passer pour rester dans le couloir de 5 km, il n'y avait pas de pont pour traverser la Loire. Donc là, au début, on avait prévu de le faire un peu à la nage avec une embarcation via des matelas de bivouac. On s'est rendu compte qu'il y avait trop de courant et trop de vent ce jour-là. Donc du coup, on a pu avoir un canoë pour traverser la Loire. Donc on a mis les vélos dessus, tout s'est très bien passé. Et ensuite, on avait un autre point un petit peu plus difficile, c'est la traversée de la région parisienne et notamment de l'aéroport Charles de Gaulle, qui fait donc plus de 5 km de large. Et là, ça s'est plutôt bien passé, parce que au début, sur la carte IGN, on n'avait pas vu qu'il y avait une route qui passait en fait en parallèle de l'autoroute, parce qu'il y a une autoroute qui passe sous l'aéroport, et du coup on a pu prendre cette petite route-là qui circulait quand même pas mal. On s'est fait quelques fois klaxonner de toute façon quand on était en gravel, parce qu'on était des fois sur des gros axes, et après ça s'est plutôt bien passé. On a quand même eu beaucoup de vent sur la fin, mais globalement on a mis 11 jours du coup là pour finir le projet, donc ça s'est super bien passé, on est super contents, c'était une super expérience. Donc on l'a fait intégralement en orientation. L'idée c'était de ne pas utiliser de GPS, donc on avait bien sûr un GPS avec nous pour le suivi et pour récupérer la trace. Par contre, on orientait essentiellement avec des cartes. Donc, on était parti avec 100 cartes IGN en format A3, que ce soit à pied ou à vélo. Et on avait notre couloir tracé dessus. Et l'idée, c'était vraiment de rester dans le couloir. Donc, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. On s'était fixé en gros 3 règles: de faire tout en orientation avec tes cartes, de ne pas sortir du couloir et de ne pas utiliser de moyens motorisés. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, c'était un super projet. Ça nous a bien plu.
Maintenant, il faut récupérer un petit peu pour se reprojeter sur autre chose et sur la saison de trail. Mais en tout cas, c'était une belle expérience et merci en tout cas de l'avoir partagé dans votre podcast. Allez, merci beaucoup à Fleury pour ce joli retour d'expérience. On va le suivre cette saison, on l'espère, Dossard épinglé sur le t-shirt. Et puis, on verra aussi sûrement sur les lives en tant que caméra runner. Allez, les amis, vous attendez ça depuis le début du podcast. On y vient. C'était l'événement du week-end pour la team LTQA. Les grands débuts sur le marathon de Nicolas Martin. Bien entendu, nous avions fait un minibus de supporters pour aller l'encourager sur le bitume milanais. C'est totalement faux. Alors Nico, raconte-nous un peu comment c'est la route. Ah, franchement, c'était chouette, une belle ambiance. C'était moins dur que ce que j'imaginais parce que j'avoue que les jours avant, je me disais, ouais, c'est quand même, ça doit vraiment être dur de courir aussi longtemps à la même allure. Alors bon, bien évidemment, comme à peu près tout le monde, surtout que j'ai pas forcément fait un négatif split, le dernier 5 km a été assez horrible avec des débuts de crampes et bon, une douleur qui est vraiment haute et tu te demandes ce que tu fais là. Tu as quand même vraiment l'impression qu'il y a une distorsion du parcours, surtout qu'on repassait sur des kilomètres qu'on avait déjà fait au début. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus long. Après, c'était pas forcément le meilleur marathon quand on court à mon niveau parce que je suis pas suffisamment fort pour courir avec les premières féminines et je suis un peu devant, on va dire, la masse un peu de bons coureurs qui courent autour des 2,30 et donc je me suis retrouvé quand même beaucoup tout seul. Bon, je remercie quand même il y avait deux Français, alors je crois Florian Dufour, j'ai oublié le nom du deuxième, on s'est retrouvé un petit groupe de 4 pendant une dizaine de kilomètres, c'était quand même sympa parce que sinon je me serais retrouvé tout seul du kilomètre 2 jusqu'à l'arrivée. Mais bon, dans le trièvre, il n'y a pas grand monde qui prépare du marathon, donc je n'étais pas trop dépaysé, j'ai fait quasiment toute ma prépa en solo. Après, bon, bah, bien sûr, un petit regret, malgré mon sprint final, je n'ai pas pu prendre ton record, Alex. Malgré tout, je me suis offert sprint final parce que j'ai vu de vie que je ne pourrais pas battre ton temps. Mais c'est que partie remise parce que comme ça n'a pas été trop horrible, ça m'a donné envie d'en refaire un avec peut-être un choix un peu plus intelligent pour avoir un peu plus de densité, peut-être gratter quelques secondes au début de la course, mais une chouette aventure. C'est cool aussi physiquement parce que bah, c'est bien passé. J'ai pas du tout de problème avec mon genou sur route parce qu'il n'y a pas les parties excentriques et une flexion forte du genou. Donc ça, c'est très cool. Et puis j'ai bien récupéré. Donc voilà, maintenant on va passer un peu plus de temps dehors dans la montagne avec peut-être des dossards ou peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, le beau temps revient et je vais passer beaucoup de temps dehors. Ça va être chouette. Le chrono quand même, tu l'as pas dit. 2,26,59, donc juste sous les 2,27. C'est pour ça que vous m'avez vu sprinter comme un débile à la fin, parce que je voyais le chrono qui se déroulait. Je disais, ah, ça va être juste, ça va être juste. J'ai cru que que j'étais à 2h27 ou 2h27,01, mais je sais pas pourquoi, ça a été 2h26,59, donc tant mieux, ça fait un sub 2h27. C'est le temps puce, ça. Ouais, je sais pas, le temps officiel, c'est vraiment celui-là aussi, donc Oui, c'est bizarre. je sais pas trop. Bon, et puis à noter aussi que votre manager chez Brooks, Benjamin Sacchenti, a lui aussi couru ce marathon de Milan avec un très beau 2h36. Ouais, tout à fait. Bah, c'est grâce à Ben que j'étais au départ de la course parce que j'ai pris la décision quand il a commencé sa prépa, là, quand on était à Barcelone pour le kick-off de Brooks, il avait une spé marathon, ça m'a plu, j'ai dit allez, je m'inscris à Milan avec lui et donc il a vraiment bien progressé. Après, il a été un peu trop gourmand sur les allures, donc je pense qu'il avait un peu mieux dans les jambes, mais il a pas mal souffert à la fin. Et puis au-delà de sa performance, moi je trouve vraiment sympa de pouvoir collaborer avec des gens qui savent ce qui est quand même le sport, avec voilà, tu cours pas ce chrono-là sans des vrais quand même sacrifices d'entraînement. Alors, je sais pas si on peut dire des sacrifices, mais en tout cas un vrai engagement dans l'entraînement. Donc c'est aussi chouette que les gens qui sont à la tête des teams aient quand même vraiment cette vision et cette pratique du sport pour comprendre parfois aussi ce que les athlètes vivent. Et on arrive bientôt à la fin de ces petites actus. Juste deux petites actus mercato. C'est officiel, on le savait depuis déjà un petit moment, mais on peut le dire, Simon Pacard et Louison Coiffé chez Salomon, qui reviennent du stage de 2 semaines qu'ils ont fait en Corse avec pas mal de kilomètres et de dénivelé dans les jambes. Et du coup, on verra ce que ça va donner, notamment pour Simon, qui sera présent sur le format 50K au Ventoux dans 3 semaines. Et puis, on retrouvera Louison, lui, sur la Transvulcania mi-mai. Et puis, il y a eu du mouvement chez Scott aussi, je crois, Mathieu.
Ouais, une recrue et pas des moindres chez Scott. Donc c'est Madalina Florea, la Roumaine, qui a brillé en 2024 sous les couleurs de Salomon, avec notamment un podium aux Europes de montagne et puis pas mal de podiums sur les Golden Trail, au Marathon du Mont Blanc, à Sierzinal, aux 2 manches Golden aussi aux États-Unis. Et malheureusement, elle s'était un peu effondrée sur la finale. Elle avait perdu son podium au général. Et cette année, ce sera sous les couleurs de la marque suisse Scott qu'on la verra courir. Donc pas encore de calendrier publié pour sa saison, il me semble, mais on peut penser qu'elle sera encore une fois sur les Golden, à suivre avec attention. Allez, on termine cette rubrique actu avec 2 petits coups de gueule. Ça fait toujours plaisir. Margot, je te laisse démarrer. Ouais, bah obligé de parler des lots qui ont été remis à la Transvanoise. Donc la Transvanoise, c'est une course de ski alpi où les hommes vainqueurs se sont vus offrir un chèque de 500 € et les femmes une tisane équilibre féminin et des fleurs. Donc bon, en dehors du manque d'équité totale en 2025, le message envoyé avec ces cadeaux, il est quand même ultra réducteur. Mais heureusement, Hilary Girardi, Élise Poncé, Sonia Brusso et Laurie Renaudton, c'était une course en équipe de 2, donc les 2 premières équipes. Elles n'ont pas fermé leur gueule et l'orga a rectifié le tir. Mais bon, voilà, on est en 2025. C'est chiant de devoir faire ces coups de gueule là. Mais bon, depuis l'orga a changé le règlement, ce sera plus comme ça les années prochaines. Donc trop chouette qu'elles aient ouvert leur gueule. Et puis bon, les erreurs ça peut arriver. On se dit que on peut se tromper. Ils ont rectifié, mais ouais, ça fait chier. Ouais, du coup, donc tu l'as dit, ils ont changé le règlement, ils ont surtout fini par envoyer les primes aux filles, qui, je crois, du coup, donc on est d'accord, les mêmes que celles qui étaient versées aux hommes. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, ouais. Ouais. Donc c'est cool, ça montre bien que si on s'exprime un peu sur les réseaux, notamment en ayant un peu d'influence, c'est chouette de voir que ça peut faire aller les choses dans le bon sens. Donc c'est plutôt cool que l'orga ait réagi rapidement, en tout cas. Ouais. Moi, juste une petite réaction, je me fais un peu l'avocat du diable, mais d'un autre côté, est-ce que quand on va participer à une course où c'est écrit quand même quelque chose qui ne nous convient pas à la base, on est bien d'accord que je pense pas que Hilary, Élise et tout étaient d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de prime, parce qu'en fait, je crois, j'ai cru comprendre que la règle, c'était pas que l'organisation ne voulait pas mettre des primes aux féminines, mais qu'il y avait une condition à ça, c'est qu'il y ait un nombre minimum d'équipes inscrites. Ouais, qu'il devait y avoir 10 équipes féminines, ouais, pour débloquer la prime. Après, c'est sûr que s'il n'y a pas 10 équipes inscrites, c'est aussi sociétal. Mais du coup, bon, faut aussi quand même remettre ce contexte-là, c'est que c'était pas vraiment une volonté de faire une vraie différence entre les hommes, c'était plus lié à, on va dire, une différence de densité, quoi. Même si on est bien conscient que si on veut inciter la pratique féminine, il faut être incitatif, même quand il n'y a pas les mêmes densités, de mettre les mêmes primes, parce que c'est aussi ça qui fera évoluer et rendra la pratique un peu plus accessible aux athlètes féminines. Mais du coup, c'est une volonté de faire une différence entre les hommes et les femmes. Enfin, je pense pas qu'elles soient conscientes et qu'ils se disent volontairement ça. Non, mais personne n'est consciemment. Enfin, tout le monde se croit un peu pas raciste, pas antiféministe, pas ceci. Tout le monde a ses bonnes excuses, mais dans la pratique, c'est pas du tout ok, quoi. Et les filles, qu'elles aient lu le règlement ou non, il y a des courses de ski alpi qui font rêver. Il y en a, mais voilà, tu as envie d'y participer. Et c'est cool qu'elles l'aient fait malgré le règlement avec lequel elles n'étaient pas d'accord, qu'elles en aient été conscientes ou pas, et qu'elles aient ouvert leur gueule par la suite, parce que du coup, ça ouvre le truc à toutes les filles derrière qui sont ultra compétitrices, des athlètes de très haut niveau qui méritent juste la même chose, quoi. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et je pense que ça fait aussi de façon un coup de communication sur l'organisation qui a pris un coup de pression et qui du coup changeait son règlement. Et ça a fait une bonne évolution au global. Hein. Mm-hmm. Du coup, coup de cœur sur ces 4 filles, Hilary, Élise, Sonia et Laurie, qui ont, comme tu l'as dit, n'ont pas fermé leur gueule. Et puis, deuxième petit coup de gueule, est-ce que vous vous rappelez, quand on vous a parlé de l'histoire d'Henriette Albon sur sa prise de paracétamol et sur ses dangers potentiels? Eh bien, j'ai vu récemment sur LinkedIn passer un post de Guillaume Millet qui partage l'histoire d'un trailer qui s'appelle Julien Berdier, qui a participé au format 100 miles du Arc of Attrition by UTMB en Angleterre. Et alors qu'il était très fatigué et déshydraté, ce fameux Julien décide de prendre un anti-inflammatoire. Et dans cette quête un petit peu absurde d'être finisher à tout prix, Julien, il est allé au bout de son ultra. Devinez quoi, 24 heures plus tard, insuffisance rénale aiguë, hospitalisation en réanimation, soins intensifs d'1 semaine pour ramener ses reins à un état normal. Donc ça, Julien, il le décrypte très bien dans
dans son témoignage qu'il a fait sur LinkedIn, justement. Un témoignage plein de recul, et il semble tirer des leçons de son expérience. Mais ce qui m'a encore plus choqué, on en parlait aussi un petit peu la dernière fois, c'est les commentaires en dessous de son post LinkedIn qui lui disaient bravo. Alors bravo pas pour le témoignage, mais bravo d'être allé au bout, bravo pour la performance. Ce qui m'a un petit peu choqué de mon côté. Cette reconnaissance qui, selon moi, est un peu vicieuse et dangereuse, car elle démontre que quelle que soit la manière qu'on utilise pour terminer un ultra, tant qu'on le termine, on sera valorisé pour ça. Donc voilà. Je trouvais ça cool de faire un petit rappel sur le fait que votre santé, elle sera toujours plus importante que n'importe quelle médaille finisher. On a fini les actus. On peut donc passer désormais à la rubrique de notre Théo national. Théo, c'est à toi. Ouais, merci Alex. Alors du coup, c'est Malo qui nous a contacté sur Insta en demandant si c'était possible de faire une rubrique sur les étirements. Du coup, on a discuté rapidement entre nous et on va essayer de traiter ça simplement et rapidement parce que vous allez le comprendre, c'est pas si simple. Donc les étirements et la performance, c'est la question qui revient tout le temps, surtout au bord des sentiers. Et en fait, pour y répondre, il faut déjà savoir plusieurs éléments. C'est de quel type d'éléments quel type d'étirement on parle, parce qu'il y en a vraiment de différentes sortes, avec différents objectifs. À quel moment, savoir si c'est longtemps avant l'entraînement, savoir si c'est à l'échauffement ou savoir si c'est après l'entraînement. Et puis, c'est aussi important de savoir si la personne elle a des restrictions d'amplitude marquées ou des antécédents de blessures particulières, ou c'est plutôt à viser, on va dire, plutôt global, général. Du coup, si on reprend un petit peu les idées les plus populaires, on entend depuis des années que les étirements avant ou après la compétition, ça prévient les blessures. Ça, c'est totalement faux. L'essentiel pour ne pas se blesser, c'est encore une fois la charge adaptée et des capacités de récupération cohérentes par rapport à la charge d'entraînement. Deuxième point, la science elle a montré que les étirements passifs, par exemple s'étirer 5 fois une minute les quadrilles avant un effort, ça va être plutôt délétère pour la performance. Pour les échauffements, il vaut mieux faire des étirements dynamiques si besoin, ou alors des étirements passifs, mais que si on a objectivé une restriction particulière de mobilité. Par exemple, vous avez une cheville très raide, et là, ça peut être intéressant de travailler spécifiquement cette cheville, mais de venir s'étirer tous les membres et tous les muscles du corps, c'est pas forcément le plus intéressant. Et si vous devez faire de la mobilité ou des étirements dynamiques à l'échauffement, ce qui va être mieux à privilégier, ça va être des statodynamiques, c'est-à-dire j'étire de manière courte et je vais activer directement après, ou alors les étirements balistiques. C'est souvent quand on voit les athlètes qui ont fait de l'athlé au bord des pistes balancer leurs pieds d'avant en arrière ou de gauche à droite pour travailler plutôt là les muscles qui sont dans le plan frontal. Étirer de manière passive après un effort, ça ne semble pas apporter de grands intérêts par rapport au temps investi, mais par contre, globalement, si ça vous fait du bien et que vous le faites de manière modérée, c'est-à-dire pas trop fort, pas trop longtemps, ça ira bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez garder vos habitudes. C'est juste que pour quelqu'un qui n'en fait pas et pour qui tout va bien, il n'y a pas forcément un grand intérêt à le faire. En fait, derrière cette question-là, c'est surtout de comprendre la différence entre les étirements et la mobilité. Parce que les étirements, c'est pas de la mobilité. Tout le monde l'a confondu. Mais spoiler, c'est vraiment pas la même chose. Donc si on reprend le bon vieux classique, je m'étire 30 secondes, quadrille, ischio mollet, et tu sens que ça tire, t'attends que ça passe, au final, ça, c'est pas l'idéal. Alors que la mobilité, c'est la capacité à avoir de l'amplitude passive dans les articulations, plus dans les tissus mous, et de garder une capacité d'activation musculaire et de coordination. En gros, c'est ça la mobilité, c'est souplesse, force, coordination, et c'est un mouvement actif, utile et transférable. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la mobilité, c'est bien plus complet. Il y a la possibilité de le faire avec de la mobilisation globale, avec des exos type yoga, par exemple. Donc, ça peut être super intéressant en routine ou pour faire une ou deux séances de récup potentiellement sur des jours un petit peu plus light d'entraînement. Mais on a aussi des possibilités d'augmenter ces capacités de mobilité avec des capacités qui peuvent être passives, puis actives. Et du coup, là, on peut utiliser des outils comme les Pales Rails ou les CARS. Donc là, c'est un peu plus technique et qui vont être à utiliser de manière plus ciblée pour les athlètes. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a une restriction de mobilité en rotation interne de hanche, on va pouvoir insister un petit peu plus sur cette rotation interne. Bref, dire que les étirements, c'est bien, c'est très générique. L'idéal, c'est de préciser quel type d'étirement et surtout pour quel objectif et à quel moment. Top, merci beaucoup Théo. Toi Nico, avec ton grand âge, est-ce que tu as senti une évolution de ton besoin
de t'étirer ou alors de faire de la mobilité au fur et à mesure de ta carrière? S'il y a une chose que j'aurais dû faire et que je n'ai pas assez fait, c'est bien ça. Moi, mon retour d'expérience sur les étirements, c'est qu'à un moment donné, j'en ai fait et globalement, c'est un peu ce qui sort, ce qu'a dit Théo, c'est que je n'ai pas senti particulièrement de bénéfice, voire plutôt, moi, ça avait tendance à me faire ressortir des douleurs des fois quand je m'étirais, parce que je pense que je le faisais pas assez régulièrement et comme tout, bah, quand tu fais quelque chose rarement, c'est une forme de stress pour le corps. Mais du coup, ouais, j'ai fait quand même pas mal un peu de mobilité avec Théo notamment, mais ouais, j'avoue que c'est toujours du mal et puis enfin, j'ai toujours du mal à faire parce que comme dans à peu près tous les domaines, quand t'es pas très bon dans quelque chose, et moi je suis quand même très peu mobile, t'en fais pas beaucoup. Donc voilà, je pense que Mathieu, lui, il en a mangé beaucoup, il le fait avec plus de sérieux que moi et je pense qu'il aura peut-être un meilleur retour d'expérience. Mais globalement, je pense que s'il faut investir du temps, c'est plutôt dans la enfin dans la mobilité que dans les étirements passifs qu'on peut connaître classiquement. Mathieu, un petit retour? Ouais, moi, ça fait vraiment partie de ma routine d'échauffement maintenant, presque à chaque fois que je vais courir et à chaque fois que je fais une muscu, je prends bien 10-15 minutes pour vraiment faire de la mobilité autour des chevilles, autour des hanches. Mais après, par contre, les étirements, il y a une période où j'en faisais un petit peu, 2-3 fois par semaine le soir, mais maintenant, je me dis, je préfère aller me coucher 15 minutes plus tôt que faire des étirements, puisque il n'y a pas forcément un énorme consensus sur le fait que ça améliore la récupération ou que ça permet de réduire les blessures. Donc, des fois, c'est pas plus mal d'être un peu raide aussi pour avoir une bonne économie de course. Donc voilà, je fais bien la mobilité pour avoir de la force dans des grands axes, enfin des grands range of motion, mais pas trop d'étirements. Bon, on va pouvoir passer à notre grand sujet débat de l'épisode. On va parler de science de l'entraînement et pour cela, je vais laisser la main à Mathieu qui va nous introduire le sujet. On vous propose une petite section qui, je vais être transparent, et sponsorisée. Donc, merci à Borné, une plateforme de consultation d'experts en ligne qu'on vous présentera à la fin de la rubrique de soutenir le podcast. Vous allez voir, c'est un sujet un petit peu complexe mais passionnant qu'on va aborder dans cette rubrique. Comment accéder à la science de l'entraînement pour le trail? Qui écouter, comment se former. Et bon, on va vous donner aussi quelques clés, notre point de vue sur ces questions. Et on vous propose d'abord, pour lancer un petit peu le sujet, d'aller à la rencontre de Ronan Six, qui est un auditeur qui a bien répondu présent à notre appel. Vous avez été nombreux à vouloir venir dans l'épisode, donc je vous remercie pour ça. Et donc, on va commencer par Ronan. Tu t'entraînes tout seul, c'est ça? Et est-ce que tu peux te présenter trailistiquement? Oui, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Ronan, j'ai 24 ans, je suis breton. Donc je viens d'un peu d'une terre de trail plate. J'ai déménagé du côté d'Avignon, donc entre le Ventoux et le Luberon, ce qui donne un petit peu plus de dénivelé et d'espace de jeu pour s'amuser. Moi, je cours depuis à peu près 8 ans. J'ai jamais eu de coach, j'ai jamais eu quelqu'un pour m'orienter. Et je m'intéresse beaucoup à comment essayer d'améliorer mon entraînement, ma planification. Il y a quelques années, c'était encore un petit peu compliqué d'accéder à pas mal de ressources, mais là, depuis un an, je vois qu'il y a vraiment une modification et un accès qui se facilite, et donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a de plus en plus d'informations, on sait parfois même plus aux données de la tête. Toi, est-ce que tu essaies d'avoir une approche scientifique dans ton entraînement? Est-ce que tu vas plutôt vers des plans d'entraînement? Est-ce que tu planifies déjà tes séances, etc.? Comment tu t'organises en fait? Ouais, alors j'essaye de planifier en fonction des objectifs. Donc j'essaie d'avoir au moins deux ou trois gros objectifs à l'année, donc de planifier en fonction de ça. Avoir une vision scientifique, je sais pas. En tout cas, j'essaye de mixer entre ce que j'essaye de trouver comme article scientifique et les retours d'expérience de trailers. Ça peut être de trailers connus ou de collègues qui font du trail avec moi, de séances qui ont fonctionné pour certains, donc peut-être essayer de les adapter pour moi. Et essayer de mixer ça avec quelques articles que je trouve sur Internet ou dans des livres. Tu parles d'articles vraiment scientifiques ou de la vulgarisation? Par exemple, moi, je vais pas mal traîner du côté de la clinique du coureur. Donc, on est plutôt sur, ils font du corpus d'analyse scientifique. Donc, c'est quand même, moi, je suis pas un scientifique. Hein, donc, dès qu'on rentre dans des chiffres ou dans des trucs assez précis, je perds le fil. Donc, la clinique du coureur, ils arrivent bien à synthétiser plusieurs analyses scientifiques. Et sinon, je vais pas mal du côté des livres de Fabrice Kuhn, donc La science de l'endurance. Qui est vraiment lui aussi vulgarisation d'articles scientifiques, et donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment accessible. On voit qu'on a un auditeur très curieux aujourd'hui avec nous. Nico, je te lance un petit peu sur le sujet. Pour toi,
la science de l'entraînement, est-ce qu'elle elle est accessible ou c'est un cafouillis incompréhensible? Lire des études, c'est quand même une vraie compétence. Ouais, bah complètement. Je pense que ça, c'est la vraie limite qu'il faut souligner. Pour moi, lire des études scientifiques, c'est, comme tu l'as dit, une vraie compétence. Limite, c'est un métier. Enfin, en tout cas, ça s'apprend. Mais je veux dire, quand on n'a pas eu vraiment voilà, un cursus scientifique poussé, et je pense au moins jusqu'au master, voire après, ça reste compliqué. Alors, on peut se former, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui lisent des études. Le problème des études, c'est qu'en fait, si tu prends une étude comme ça, isolée, tu peux trouver tout et son contraire dans la littérature, je pense, ou à peu près. Donc, il faut quand même être capable de voir la qualité du papier en fonction d'où il a été publié, dans quelle revue, comment ça a été relu, est-ce que tu as payé pour publier ou pas, ce genre de choses. Donc ça, déjà, faut connaître la valeur des journaux dans lesquels c'est publié. Le type d'études aussi, voilà, quand on a des méta-analyses, des revues de littérature, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est quand même plus fort qu'un cas d'étude spécifique. Après, il y a tout, quand on rentre plus précisément, la qualité du design de l'étude. Ça, je trouve que c'est souvent l'une des limites sur comment on va pouvoir utiliser une étude derrière dans l'entraînement. C'est que c'est quand même dans un contexte précis, avec quel est le public sur lequel ça a été étudié, parce que si c'est des débutants, des intermédiaires. Moi, ma vision d'entraîneur, par exemple, c'est quand on teste des débutants, j'ai du mal à tirer beaucoup de choses parce qu'ils ont beaucoup de leviers de progression. Donc, en fait, est-ce que en faisant autre chose, ils n'auraient pas progressé de la même manière? C'est pas toujours facile à dire. Et après, il y a encore un autre sujet que je ne maîtrise pas du tout, mais j'ai pas mal échangé parce que, notamment avec Esther Eustache, parce que c'est son métier, mais c'est la qualité des stats qui peuvent être faites, les tests statistiques qui sont utilisés. Et parfois, c'est quand même pas terrible, quoi. Donc, faut quand même se méfier. Il y a, même si la science essaye d'avoir une démarche pour être la plus transparente possible, il y a aussi quand même des choses avec lesquelles il faut garder du recul. Et c'est pour ça que moi, quand même, j'essaye aussi de demander à des gens, voilà, qui sont beaucoup plus experts que moi dans le sujet, de voir ce qu'on peut faire et tirer de certaines études. Euh, Après, même quand on lit les bons papiers, même ça apporte des ingrédients pour moi la science parce que j'aime beaucoup cette phrase qui est de dire que l'entraînement c'est un art basé sur la science et je trouve vraiment que c'est important de dire ça parce que en fait c'est pas parce qu'on a plein d'ingrédients dans sa cuisine qu'on est un bon cuisinier. C'est un peu la même chose pour l'entraînement. C'est sûr que plus on aura de compétences, plus on aura une connaissance précise de la science dans le domaine dans lequel on va se préparer, plus on a de chances de faire quelque chose de qualitatif, mais des fois, faut pas non plus tomber dans le toujours les nouvelles études à la mode et en fait perdre ce qui fait pour moi un bon entraînement, c'est-à-dire avoir une bonne logique de construction, une bonne planification, d'avoir de la continuité, de la progressivité. Et ça, faut faire attention aussi de pas tomber toujours dans je lis le dernier papier à la mode et hop, je modifie ma manière de m'entraîner en fonction de ça, quoi. Roland, on va revenir un petit peu sur ton cas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton prochain objectif et est-ce que tu as un petit peu structuré, est-ce que tu as mentalisé un petit peu la façon dont tu allais organiser ton entraînement jusqu'à cet objectif ou toi, tu t'organises comment en te coachant tout seul? Alors, moi, mon prochain objectif, c'est l'Andorra 100, donc mi-juin, un 105 bornes. Comment est-ce que je fais? En fait, j'ai un boulot qui m'occupe beaucoup, donc c'est important pour moi d'essayer de planifier dans les prochains mois si je dois poser des jours pour aller faire, pour partir à la montagne ou pour vraiment mettre des grosses séances. Donc je pars sur une base, ça va peut-être faire hurler certains, mais en fait je pars sur une base, je mets de l'IA, donc je mets de ChatGPT, juste pour avoir une base de volume et des séances vraiment, tu sais, les footings, etc. Toutes les séances qualitatives, je me les garde, c'est-à-dire que c'est moi qui les articule, qui les choisis. Mais en fait, ça va m'aider parce que ça prend quand même assez de temps d'essayer de faire un plan sur, là typiquement un plan sur 4 mois. C'est pas aisé, surtout quand c'est pas ton métier, quand t'as pas toutes les connaissances. Donc honnêtement, j'essaie de m'aider un petit peu de l'IA sur cette partie-là. Je me garde toutes les séances qualitatives pour moi. Et puis ensuite, j'essaie d'avoir un plan qui est assez cadré sur plusieurs mois pour anticiper au maximum, poser des congés et essayer d'avoir l'évolution la plus linéaire possible. Léo, est-ce que tu peux nous dire un petit peu toi ce que tu penses du fait d'utiliser une IA et sur quels aspects ça peut être pertinent et est-ce que tu vois un petit peu aussi des limites à ça, là, gros sujet, je te lance Théo, bon courage. Ouais, là c'est un chantier. Je pense qu'il faut aussi qu'on se rende compte en tant que coach que beaucoup d'athlètes s'en servent
plus qu'on ne croit, je pense. Après, c'est comme tout, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant. Ça peut, pour ceux qui n'ont aucune base, ça peut vraiment être intéressant. Bon, par contre, pour pousser chacun des curseurs, je pense que c'est assez limitatif. Et puis, il y a aussi toujours le côté humain qui est à prendre en compte dans l'entraînement. C'est vrai que des fois, quand on appelle un athlète ou quand on va pouvoir analyser ses sensations ou connaître, par exemple, bien calibrer ses zones d'entraînement, on va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail, peut-être pouvoir dénicher un peu de fatigue ou des choses comme ça, faire passer des questionnaires, etc. Et l'IA a de beaux jours devant lui, mais aussi je pense que l'entraînement et la relation d'humain à humain a aussi de bons jours devant elle. Et je pense qu'il faut savoir évoluer dans le coaching. Ceux qui n'arriveront pas à comprendre ce que c'est l'IA ou en tout cas de comment s'en servir, et bah, peut-être qu'ils vont prendre un temps de retard, mais je pense qu'il faut savoir manier un petit peu les deux. Et moi, je trouve ça plutôt intelligent ce qu'il met en place Ronan. En tout cas, c'est vraiment pas déconnant de regarder son volume hebdomadaire de manière régulière et puis de s'adapter aussi à ses contraintes pro. Donc, alors, on n'est pas rentré beaucoup en détail sur ce qu'il faisait en semaine et tout, mais pour l'instant, je trouve ça vraiment très intelligent pour quelqu'un qui s'entraîne tout seul, quoi. Moi, j'ai une petite question pour Ronan, justement. Je me dis, pourquoi pas prendre de coach un peu traditionnel, on va dire, et pourquoi décider de rester tout seul, sachant que tu l'as dit, ça fait déjà quelques années que tu pratiques. On pourrait se dire, moi, personnellement, j'ai fait le choix, ça faisait beaucoup d'années que je m'entraînais tout seul, j'ai fait le choix de prendre un entraîneur pour diverses raisons. Toi, pourquoi tu décides de rester tout seul? En fait, sur les 8 années où j'ai fait du trail, il y a 7 années où j'étais en études, donc avec un budget vraiment limité et pour le coup, j'avais pas une centaine d'euros à mettre dans un entraîneur. Là, c'est vraiment ma première année où je suis sur un temps plein professionnel et j'avais prévu, pour être franc, de prendre l'année prochaine un entraîneur pour essayer de passer un cap et d'essayer de monter un petit peu dans les résultats. Pour l'instant, j'attends de me poser au niveau professionnel, il y a ce qui engage aussi pas mal de frais de mon côté. Et l'année prochaine, j'aurai vraiment un budget qui sera dédié à ça pour essayer de aussi me libérer. Alors j'adore tout ce qui est planification. C'est vraiment, je trouve ça excellent à faire. Il y a toute une partie où en fait, t'es un petit peu comme dans l'analogie avec Football Manager. Tu fais ton équipe de foot pour réussir à arriver au titre. Bon bah moi c'est la même chose. J'essaye de mettre en place les séances pour arriver, alors pas au titre, hein, mais pour arriver à moins de 22 heures à l'Andorra. Alors c'est super plaisant, mais ça prend un temps. Et j'ai pas assez de recul. En fait, je pense que s'auto-coacher, c'est pas prendre du recul sur soi-même, parce que moi, dans mon cas, je veux toujours en mettre trop. Et je vais aller me blesser, je vais aller faire un petit peu n'importe quoi. Et tu vois, cette année, j'ai intégré pour la première fois juste un club d'athlètes. Donc j'ai un coach, mais bon, qui coach 100 personnes juste pendant la séance d'athlètes. Donc je sais pas si on peut appeler ça réellement un coach. Mais lui, il va vraiment me limiter, ce que j'arrive pas à faire quand je vais aller faire mes séances qualitatives de trail, où tu vois, si je fais 5 reps dans les montées, 5 reps de 10 minutes, si je me sens bien, bam, je vais aller mettre 2 reps de plus et c'est la blessure. Donc voilà. Et tu verras dans ton cas d'athlète qui s'entraîne un petit peu tout seul, peut-être que le sponsor de l'Arbrick va t'intéresser. Mais avant ça, je relance Nico sur une question. Le trail, c'est quand même un sport qui est très compliqué, avec un nombre de paramètres à gérer qui est vraiment impressionnant. Il faut gérer les parties musculaires pour encaisser des centres, il faut savoir monter, il faut savoir faire du plat, il y a aussi un aspect technique, un aspect matériel. Est-ce que toi, la littérature scientifique peut suffire pour comprendre le trail, et à quel point il faut avoir de l'expérience pour être un bon coach en trail? On va dire que ça, c'est quand même très mouvant ces dernières années. Il y a quelques années, je pense que vraiment le terrain avait énormément d'avance sur la science, parce que forcément, quand une discipline se développe, elle n'est pas très étudiée. Pas se mentir, il n'y a pas autant de papiers dans le trail qu'il y en a dans le cyclisme, par exemple. Donc aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de papiers, donc on peut comprendre. Après, je pense qu'il n'y a rien qui remplace de toute façon l'expérience, et notamment ce qui fait, je pense, le cœur d'une relation entraîneur-entraîné, c'est l'expérience de l'individu qu'on va entraîner, justement, parce que en fait, c'est un peu quand même toujours la limite d'un papier. C'est que déjà, enfin, ceux qui sont familiers avec ça, vous voyez bien, quand il y a un design d'étude, tout le monde ne réagit pas toujours de la même manière pour le même protocole. Donc, et ça, on le constate, on constate régulièrement sur le terrain. Il y a des gens qui vont très bien réagir avec certains types d'entraînement, d'autres beaucoup moins bien. Et donc là, quand même, la compétence de l'entraîneur, c'est d'aller trouver les bonnes solutions. Et en fait, la science, c'est vraiment pour moi ça, ce que je disais tout à l'heure en parlant des ingrédients de cuisine ou de la boîte à outils, c'est d'aller dans la science chercher des outils pour les appliquer, le cas échéant, pour l'athlète en fonction des besoins qu'il a. Et, euh, et pour parler de ça et pour montrer ce décalage
qu'il y a peut-être parfois entre le terrain et la science. Il y a un papier qui est assez récent, qui est sorti cette année, qui parle de durabilité de Jones et Kirby. Je vous épargne le titre en anglais avec mon anglais exceptionnel. Mais en gros, bah, c'est très intéressant parce que ça met sur le papier quelles sont les méthodes qui permettent ou qu'on suppose permettant d'améliorer la durabilité. Moi, par contre, en tant que pratiquant et entraîneur depuis quand même pas mal de temps, franchement, j'ai rien appris en se lisant ce papier, quoi. Et je me dis, heureusement que les entraîneurs qui entraînent du trail ou d'autres sports où il y a besoin de cette durabilité, ils n'ont pas attendu ce genre de papier pour se mettre à faire travailler ces qualités-là, parce que sinon, ils auraient 20 ans de retard, quoi. Et moi, je dis souvent ça, c'est-à-dire que, et bien sûr que la science, ça va valider que des fois, des choses qu'on fait de manière habituelle qui sont peut-être pas les meilleures, et la science peut dire, ah bah oui, en faisant comme ça, c'est peut-être plus efficient. Par contre, le terrain, faut pas prendre les entraîneurs pour des abrutis. S'ils font faire des choses et qu'ils répètent ces choses-là, c'est quand même souvent parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait. Et moi, j'avais bien aimé une fois en DU Trail, Philippe Propage, à qui on avait posé une question, pourquoi tu fais faire ça, et qui en première réponse, un peu pour faire de l'humour, avait dit parce que ça marche. Mais en fait, c'est quand même aussi ça. Quand quelque chose marche sur le terrain, bah, on le fait répéter parce que ça marche. Après, peut-être qu'on se rendra compte quelques années plus tard qu'il y a encore plus efficient, mais souvent, ça a quand même aussi du sens, quoi. Et du coup, est-ce que tu aurais un exemple peut-être de quelque chose que toi, tu avais dans ton entraînement, mais que tu faisais parce que tu pensais que ça allait marcher, mais tu n'avais pas forcément de backup scientifique ou de retour d'études qui montraient ça, et en fait, au final, quelque chose ou quelque chose qui est même pas encore en est validé, mais que tu continues de mettre dans ton entraînement ou que tu continues de mettre à tes athlètes parce que tu as un feeling que ça marche bien. Et est-ce que ça peut être quelque chose que Ronan va pouvoir mettre dans sa préparation qu'on trouve pas forcément trop dans les revues, ou est-ce que tu as une idée d'éléments comme ça? Ouais, bah on peut reparler de la durabilité, même si aujourd'hui il y a plus de papier. Mais moi, depuis que je m'entraîne, donc c'est plus d'une quinzaine d'années, il y a toujours eu c'est un peu ce logique de séance où on va essayer d'améliorer un petit peu bah, ce qu'on appelle aujourd'hui la durabilité. Et à l'époque, moi en tout cas, je ne sais pas ce qu'en pensait Patrick, mon entraîneur, mais moi je voyais plus ça sur des aspects un peu mentaux, d'apprendre à courir sur la fatigue. Donc une séance un peu type, c'était de faire une 30 à 40 minutes de cumul de seuil 2 en bosse, et puis d'enchaîner derrière sur du tempo entre 15 et 30 minutes. Et moi, je voyais vraiment cette composante de mentalement d'avoir mal aux jambes et de courir malgré tout. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça a aussi des effets quand même physiologiques sur voilà, l'amélioration de la non-dégradation de ces facteurs, on va dire, physiologiques que l'on peut avoir quand on est frais, pour le maintenir le plus possible dans la durée. Et bon, aujourd'hui, c'est mieux renseigné, mais c'est vrai que je connais pas exactement bien la littérature de la durabilité, mais c'est pas des choses qui existent depuis une vingtaine d'années, alors que je pense que depuis longtemps, les gens qui font des efforts longs se sont rendus compte que bah, fallait quand même s'entraîner en répétant des efforts sur la fatigue pour être bon dans ce contexte-là, quoi. Et moi, j'ai une petite question, après on va enchaîner. Théo, à quel point les effets de mode peuvent influencer aussi la planification? Est-ce que toi, tu es sensible à ça? On a vu pas mal passer ces dernières années, notamment le double seuil. Maintenant, c'est l'entraînement à la chaleur qui est mis beaucoup sur le devant de la scène. À quel point il faut savoir prendre du recul sur ça? Et est-ce que toi, tu utilises ces méthodes dans ton entraînement? Ouais, en tout cas, on voit un vrai effet de mode parce que des fois, on voit des athlètes, on sait quel compte à peu près Insta ils suivent et on les voit nous demander de mettre ces séances-là. Donc, on sent des fois qu'il y a vraiment une évolution un peu de ce qui est proposé et en tout cas de ce qui est aussi connu par le grand public. Ce qui est intéressant quand des athlètes qui me demandent ça, moi, je suis assez ouvert parce que faut aussi rendre le trail fun, et ces athlètes qui demandent ça, généralement, c'est des athlètes quand même vraiment intéressés. Alors, pourquoi pas entre guillemets céder à la demande, mais c'est à condition d'enlever une autre qualité qui va être développée. Par exemple, je sais pas, on peut pas cumuler, faire un entraînement en chaleur, faire un entraînement en altitude et développer une qualité physiologique. Là, on sait que ça va pas passer. Faut se rendre compte qu'en fait, il y a différents éléments stresseurs. Ça peut être d'un point de vue environnemental, ou ça peut être dû à l'entraînement, et il faut faire attention en tant que coach, en tout cas, à modérer des fois les envies de certains, parce que sinon, on sait que ils vont vite finir cramés, ils vont aller complètement dans le mur. Mais oui, en tout cas, c'est intéressant de servir de nouvelles méthodes. Bah, comme tu as dit, ça peut être l'altitude, ça peut
ça peut être la chaleur, ça peut être le double seuil. En tout cas, je trouve ça aussi intéressant, et c'est Nico qui en parlait beaucoup, c'était de rendre l'entraînement varié, et ça, c'est toujours chouette que l'athlète s'y retrouve dans son entraînement, que ça lui plaise vraiment, quoi. Bon, merci les gars, c'était trop cool d'avoir vos avis sur les questions, et merci aussi à Ronan. Tu vas peut-être pouvoir rester un petit peu pour nous donner ton avis sur le sponsor de l'épisode, si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et avant qu'on passe à ça, je voulais vous demander, Théo et Nico, est-ce que vous avez une recommandation de livres qui vous ont marqué un petit peu dans votre formation, ou que vous utilisez peut-être encore au quotidien, au niveau de l'entraînement en endurance ou en trail? Et est-ce que Théo, tu vas nous recommander, je crois, un livre qui est assez technique et vraiment pointu? Ouais, c'est Endurance Training de Inigo Ujika. Alors, le petit souci, c'est que c'est un grand pavé en anglais et qu'il est à 270 €, je crois. Alors, moi, je ne l'ai pas lu en entier. J'ai pu lire quelques chapitres parce que Antoine, qui travaille avec nous, j'ai pu le lire sur quelques chapitres. Mais c'est franchement très intéressant. C'est très bien sourcé. Franchement, c'est vraiment un bouquin à référence. Alors, le problème, c'est que c'est vraiment pas accessible financièrement ou d'un point de vue technique. Et ce qui est un petit peu plus accessible et que je conseillerais pas mal pour un athlète qui s'entraîne mais qui n'est pas forcément trop dans la science de l'entraînement, c'est le bouquin Up, déjà, qui a été coécrit par Kylian Jornet et 2 autres auteurs. Il est vraiment très bien, mais je crois que Nico disait qu'il était en rupture. En langue française. Ouais, il est accessible encore en anglais. Donc, sur la version anglaise, ça s'appelle Training for the Happy Athlete. Donc, l'entraînement pour les athlètes verticaux. Donc, si vous êtes anglophone ou que vous arrivez à lire l'anglais, je vous recommande aussi. Très bon livre. Mais Nico, est-ce que tu aurais une reco en français? Ouais, je pense que il y en a plusieurs, mais l'Ultra Trail de Guillaume Millet, qui est un excellent livre. Pour l'anecdote, je me rappelle, une fois, j'étais allé faire des tests chez Théo, et il venait d'acheter donc la deuxième version, parce il a réécrit il a fait une première version qui doit avoir une dizaine d'années maintenant, voire un peu plus. Et puis il a refait une édition il y a, je pense, 3-4 ans. Et Théo m'avait dit, bon, je ne citerai pas le nom des formations, il m'avait dit, j'ai plus appris avec, je crois qu'il coûte autour de 45 € dans ce livre, qu'en payant des milliers d'euros de formation de certaines. Et ça m'avait marqué. Et ouais, non, c'est un très bon bouquin qui fait une très bonne synthèse, et c'est relativement accessible aussi pour découvrir, parce que globalement, dans la lecture, il faut aussi être un peu crescendo, parce que, enfin, je connais pas Endurance Training, mais c'est quand même une référence, j'en ai souvent entendu parler, mais je pense que quand même, si on n'a pas les vraies bases, je pense qu'on comprend quand même pas grand-chose, quoi. Oui, le livre s'appelle Ultra Trail, plaisir, performance et santé. Donc, on vous le recommande vivement. Donc, comme vous voyez, énormément d'infos sont disponibles, et c'est pas toujours facile à tout intégrer et tout appliquer à soi-même tout seul. Et donc, c'est là que le sponsor de la rubrique, qui s'appelle Borné, peut vous servir. Donc, l'objectif de cette plateforme, c'est de rendre accessible l'expertise de façon concrète, ponctuelle, mais surtout personnalisée. Et en fait, c'est une plateforme en ligne qui présente un petit peu un catalogue d'experts spécialisés dans les sports d'endurance. Et vous pouvez réserver des séances ponctuelles sans engagement pour échanger avec des experts reconnus. Donc, par exemple, dans la section trail, on a Simon Gosselin, que vous connaissez probablement si vous êtes un petit peu intéressé à l'entraînement et au haut niveau en trail. Aussi Éric Lacroix, qui est quand même une référence. Christophe Mallardet, qui a entraîné beaucoup d'athlètes de très haut niveau également. Et enfin, Théo, Robin, présent avec nous, et Gauthier de Cap Prévention sont aussi accessibles sur la plateforme. Donc Théo, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté de rejoindre le projet Borné, et pourquoi les gens, pour quelles demandes les gens peuvent t'y consulter? Ouais, en fait, c'est Thomas, le fondateur de Bornet, qui nous a contacté il y a quelques mois. Du coup, il nous a présenté. J'ai trouvé ça très intéressant, et en fait, ça proposait une nouvelle vision du coaching. Je trouvais que c'était vraiment pas mal pour les athlètes qui veulent des conseils personnalisés, connaître les lignes directrices qui sont nécessaires pour la saison, tout en gardant une certaine liberté et une autonomie dans l'entraînement. Ça permet vraiment d'aller piocher dans différentes sources et dans différentes catégories qui peuvent concerner l'entraînement, tout en gardant un budget correct, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 manières de s'entraîner. Soit les gens ils font tout seuls, ou alors avec des applications soit gratuites, soit vraiment peu chères, à moins de 10 € par mois. Donc ça peut être celle de Decat, ça peut être Run Motion Coach, ça peut être Campus, qui sont vraiment très bien pour les débutants, mais il n'y a pas forcément de conseils ultra personnalisés, il me semble. Ou alors c'est du coaching individuel, mais là par contre, c'est vite entre
entre 100 et 150 euros par mois. Donc ça fait des budgets en gros entre 1000 et 2000 euros à l'année. Donc c'est vrai que c'est assez conséquent. Et par contre, là, il y a un pro en face de vous qui est censé personnaliser les entraînements. Et ce que je trouvais chouette, en fait, c'était qu'avec Borné, ça permettait, par exemple, de faire 2 rendez-vous avec un entraîneur dans l'année. Ça peut être 2 rendez-vous avec un nutritionniste, 2 rendez-vous avec un prépa mental. Et ça permet d'aller prendre différentes infos, différentes sources. Et du coup, j'ai trouvé ça très chouette de proposer de la consulte, que ça soit one shot ou alors à plusieurs moments dans l'année. Ça peut être 2-3 fois avec la même personne. Et je suis curieux de voir comment s'évaluer ce genre de proposition. Je pense que ça peut vraiment répondre à une demande pour certains athlètes. Voilà. Et puis, ça peut être aussi intéressant. Par exemple, moi, je suis coaché par mon coach Pierre Arnaud, mais ça, je pourrais toujours me servir de la plateforme, par exemple, pour aller me faire conseiller par un nutritionniste ou un autre professionnel. Donc, je trouve ça vraiment chouette, même pour ceux qui sont déjà coachés, d'avoir un panel d'experts, en tout cas, normalement reconnus s'ils sont sur ce site-là, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi, par exemple, mon cas, là, je suis en train de me remettre un petit peu à jour mes connaissances sur l'entraînement en altitude, pour la performance en altitude, pour préparer le championnat de France qui va avoir lieu très haut cette année. Et ben là, par exemple, s'il y avait un expert de l'altitude sur la plateforme, et ben ce serait parfaitement, même si j'ai déjà Nico, mon coach qui me suit aussi, ben c'est pour être le type de truc où je pourrais me dire, ah ben là, j'ai besoin de prendre 40 minutes avec un gars pour vraiment adapter à mon cas, adapter à la compétition que je vais préparer. Donc vous l'avez compris, ça s'adresse à ceux qui veulent appliquer la science et l'expérience à leur cas perso. Et donc ça peut être pour planifier la saison, pour poser des questions précises sans s'engager dans un suivi complet. Et donc ça peut vous aider à sortir d'une stagnation aussi, trouver des solutions personnalisées pour votre préparation. Il y a des coachs, des préparateurs mentaux, des experts en nutrition. Donc il y a vraiment un petit peu de tous les domaines. Donc je remercie Borné de soutenir le podcast. Et puis pour toutes les infos, vous allez les trouver dans la plateforme. Et toutes les infos sur la plateforme, vous allez les trouver dans la description de l'épisode. Et avant qu'on termine, je voulais redemander à Ronan si c'était quelque chose qui pouvait l'intéresser maintenant qu'il connaît un petit peu le sujet. Complètement, parce que moi je pense qu'une des limites de s'entraîner tout seul, c'est on passe du temps à essayer de se renseigner sur la planification, et en fait on n'a plus de temps pour se renseigner sur des domaines qui touchent au trail, typiquement la nutrition. Et moi je serais justement intéressé pour rencontrer un ou une nutritionniste pour progresser sur cette partie-là. Eh ben, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Ronan, d'avoir été avec nous. On va te libérer. C'était très chouette de te faire intervenir. Très intéressant, j'espère, pour les auditeurs et les auditrices. Et peut-être que l'invité qu'on va recevoir maintenant va aussi être intéressé par Borné. On va lui poser la question d'ailleurs, puisqu'on va recevoir Charlotte Mouchet. On vous en parlait la dernière fois lors de notre débrief de l'Eco-Trail. C'est Margot qui vous en avait parlé. Et donc Charlotte, c'est une pistarde reconvertie en traileuse qui a remporté le format 35 km de l'Eco-Trail, qui lui donne accès aux manches des Golden Trail Series durant toute la saison. Et on a donc souhaité l'inviter pour qu'elle nous raconte un petit peu comment elle s'était retrouvée là. Charlotte, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Margot d'avoir parlé de moi sur l'épisode précédent, et merci à vous de m'avoir expliqué aussi comment allaient se dérouler les Golden Series, parce qu'effectivement j'ai gagné un ticket, mais voilà, une fois que je suis rentrée chez moi, j'avais aucune information sur ce prix, donc j'étais bien heureuse que vous m'expliquiez un peu comment se déroule tout ça, parce que c'est nouveau pour moi, le trail, et donc j'ai beaucoup à apprendre sur les formats de compétition, notamment j'écoutais tout à l'heure sur le skyrunning. Voilà, c'est des choses que j'ai mon petit calepin et je prends note. De te présenter un petit peu plus et de connaître les raisons qui ont motivé ta venue sur le trail. Tu reviens tout juste, je crois, des championnats de France de duathlon, c'est ça, ce week-end ? Oui, c'est ça. Je roule, en fait, allez, pour revenir un peu sur l'entraînement du trail très rapidement, ce que j'aime dans cette discipline, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi d'arrêter l'athlétisme et de changer de parcours, c'est que ça me permet une diversité dans l'entraînement qui est assez intéressante, et voilà, vous en avez parlé notamment sur la plateforme Borné, je ne sais pas comment on dit, j'étais en train de regarder justement quand vous étiez en train d'en parler, mais ça permet d'avoir une diversité dans l'entraînement plus intéressante, et donc vu que je roule depuis le début de l'année avec les filles du triathlon à Brive, la Gaillarde où j'habite, ils m'ont chauffé pour essayer le duathlon, et je me suis prise au jeu, et puis voilà, je me suis retrouvée au championnat de France, mais avec
voilà, avec 0 entraînement, 0 prépa. Donc voilà, je pense que l'enchaînement éco-trail plus compétition de Détroit pour le club, plus le championnat. Après, ça a été un peu beaucoup. Donc moi aussi, je suis tombée malade comme Thibaut. Apparemment, vous en avez parlé tout à l'heure, du petit virus qui traîne. Voilà, j'en ai fait les frais. Ben justement, c'est intéressant. Tu as commencé à parler un peu de ta transition, mais on va en parler un petit peu plus tard. Juste pour que les auditeurs et les auditrices apprennent un petit peu à te connaître. Donc, tu es de 1996, la meilleure année, bien sûr. Tu es donc dans l'année de tes 29 ans. Tu as pris ta première licence d'athlète en 2011. J'espère que les infos du site de la Fédé sont bonnes. Donc, ta première licence d'athlète en 2011, 8 sélections en équipe de France, 5 en jeunes et 3 en senior, dont ta dernière remonte aux mondiaux de cross l'an dernier à Belgrade. Tu as obtenu un titre de championne de France sur 1500 mètres en 2022. Tu as des records personnels au 800 en 2:01,72 et au 1500 en 4:07,47. Donc voilà, pour les connaisseurs, ça parle quand même. C'est des chronos que tu as réalisés assez récemment, j'ai vu, et qui correspondent à des niveaux de performance internationale B. Pour ceux qui connaissent un petit peu les barèmes FFA, donc on est dans du très haut niveau. Ma première question, qu'est-ce qui peut motiver une athlète d'un tel niveau à arrêter son sport de prédilection et changer de discipline? Rien que de t'écouter, ça m'a angoissée. Ben pour ça, justement. Ouais, ça faisait 12 ans que je faisais de l'athlétisme. Et on va dire que l'athlétisme est un sport qui est dur parce qu'on voit tout le temps la même chose, tant dans l'entraînement que dans les compétitions, que dans le monde qui nous entoure. Les critères de sélection sont de plus en plus durs chaque année, ce qui nous laisse une très fine marge justement pour prendre soin de son corps. Et moi, sur les dernières années, c'était vraiment très compliqué. J'ai signé un contrat avec une marque équipementier qui forcément voilà, nous demande certains critères d'exigence en termes de compétition. Et donc, vous en avez parlé très bien tout à l'heure dans la programmation de l'entraînement. Nous, on se tirait les cheveux parce que voilà, il fallait que je fasse tel et tel championnat pour me qualifier à tel et tel championnat. Et au final, c'est compliqué quand on n'est pas dans le très très haut niveau, c'est-à-dire dans les meilleurs du monde, puisque là, on est qualifié pour le championnat de l'année d'après. Donc, en fait, c'est assez facile, en tout cas, pour voir comment on va planifier la saison. Mais quand on se retrouve dans les meilleurs, les meilleurs du monde, mais sans être les meilleurs, eh bien, voilà, on est tout le temps à la course au minima. Et moi, j'en avais vraiment. Enfin, j'étais fatiguée, physiquement et psychologiquement. Et donc, cet été, quand je me suis retrouvée aux Jeux Olympiques pour aller voir ma meilleure amie courir Alice Finot sur le steeple, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus du tout ma place d'être ici, que j'avais plus envie d'être sur un stade, que je ressentais rien quand je voyais les autres courir. Donc là, je me suis dit, bon, voilà, c'est fini. C'est fini, il faut passer à autre chose. Et après, le chemin était long. Et du coup, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que du coup, c'est assez récemment que tu as pris cette décision, parce que tu as quand même tenté, je crois, la qualification pour les JO, qui, pareil, on en a parlé, on avait reçu Baptiste Fourmont aussi, et qui nous avait expliqué un petit peu les moyens de se qualifier, qui effectivement sont un peu un casse-tête, et c'est assez difficile à comprendre. Raconte-nous justement on va dire les 6-8 derniers mois, comment ça s'est passé, et qu'est-ce qui a fait justement que tu aies voulu venir un petit peu sur le trail. Je pense que c'est moins compliqué de comprendre qu'en trail. Je suis désolée pour le trailer, mais non, ce qui est simple, c'est très simple en fait avec la Fédération française de l'athlétisme, c'est qu'il faut faire partie des meilleurs. Donc, il y a un système de ranking avec des points, etc., mais en fait, c'est très, très compliqué de rentrer dans cette marge-là. Donc, c'est simple. Ce qu'on vous demande, c'est d'être le meilleur. Donc, le meilleur, c'est top 20 mondial. Voilà, à partir de là, si on ne fait pas le minima, en fait, c'est compliqué d'y rentrer. Après, il faut aller jouer avec certaines règles qui, au final, c'est plus au petit bonheur la chance qu'autre chose. Donc, non, ce que la fédération demande, c'est de faire partie des meilleurs du monde. Voilà. Et moi, cette pression, c'était, voilà, comme je vous ai dit, c'était compliqué, et tant psychologiquement que physiquement. Et donc, l'année dernière, j'ai changé d'entraînement.
d'entraîneur. Je me suis entraînée avec des méthodes beaucoup plus douces, où on avait vraiment un équilibre de toutes les filières, de toutes les zones, parce qu'en trail, on parle en zone, c'était un grand changement pour moi. Donc, voilà, on équilibre les zones, on équilibre les intensités d'entraînement de façon à ce que ça soit pas dur pour le corps tous les jours. Et j'ai repris beaucoup, beaucoup de plaisir, en fait, l'année dernière. Et j'ai été même la meilleure de toute ma carrière la saison précédente. Sauf que malheureusement, j'étais, oui, la meilleure de toute ma carrière, mais j'étais aussi ça a été la saison où j'ai été le plus blessée dans ma carrière. Donc, effectivement, au mois de mai, j'ai dû arrêter la compétition parce que on parlait d'un sujet très, très important dans l'ultra trail. Et voilà, je pense que c'est un sujet où il ne faut pas blaguer dessus, mais les anti-inflammatoires, antidouleurs, etc., faut pas en amuser, faut pas s'y amuser. Et moi, j'ai fini ma saison en fait sous kétoprophène, comme à manger ça comme des bonbons parce que en fait, j'arrivais même pas à marcher correctement. Donc, et à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible là. Et donc voilà, donc ça a été l'arrêt de ma carrière, ça a été au mois de mai, vraiment, où je me suis dit là, je peux pas être à 150% de mon niveau de performance, et pour faire partie des meilleurs du monde, il faut être à 100%, voire même plus de 100%. Donc j'ai arrêté là et j'ai pris la décision de passer au trail en août, par le fait que j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai rencontré des gens autour de moi qui faisaient du trail. Ça m'a plu parce qu'en plus c'est au plus proche de mes valeurs personnelles. J'aime la nature, et puis c'était des nouveaux défis, et aussi j'y voyais dans l'entraînement du trail des paramètres nouveaux à rajouter, tant dans la manière de s'entraîner, où on peut faire du vélo, on peut aller marcher. Moi, en course à pied, on m'aurait dit tu vas marcher pour t'entraîner. J'aurais dit mais qu'est-ce que tu me dis? Je vais pas marcher pour m'entraîner, non. Et ben là, j'ai repris l'entraînement donc en novembre, septembre, octobre. Ouais, octobre, novembre, par de la marche en montagne. Et c'est comme ça que j'ai pu me soigner, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre l'entraînement. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui m'ont dit ok, mais c'est trop bien, tu vas pouvoir t'entraîner de manière différente. Toi, pour un bien-être mental, ça va être bien, et pour un bien-être physique aussi, parce qu'il y a tellement de possibilités d'entraînement qu'en fonction de certaines pathologies que tu peux avoir à un moment donné de la saison ou de ta carrière suite à des blessures, tu vas pouvoir trouver des entraînements qui coïncident pour retrouver la santé, en fait. Et donc, moi, depuis le début de ma reprise, donc depuis octobre-novembre, par là, je suis dans un protocole de réathlétisation, de soins. Je rapprends mon corps à courir, et aussi je le prépare à cette nouvelle discipline. Et en fait, par exemple, dans la prépa de l'éco-trail, d'ailleurs, quand le speaker a annoncé que c'était l'équivalent d'un marathon dû au dénivelé et à la difficulté du parcours sur la ligne, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Mais en tout cas, pour la prépa de l'éco-trail, qui était 35 km, moi, j'avais jamais fait plus de 25 km de ma vie. Et en fait, j'ai augmenté le volume seulement les deux semaines avant l'éco-trail. Et j'ai eu 2 jours où j'ai été sur 7 jours consécutifs à 90 km. Mais à la semaine, je ne suis pas montée au-dessus de 70. Et pourtant, ça m'a permis d'arriver en forme et surtout de pouvoir terminer la course. Et sans douleur. Enfin, j'ai eu des crampes, mais en tout cas, le lendemain, j'avais plus rien. Et là, je me suis dit, ok, ça veut dire que la prépa s'est bien passée, quoi. Et c'est ça qui est incroyable, parce que partir pour 35 bornes, et quand on regarde mon Strava, j'avais des semaines qui montaient pas plus que 60 km. Ça fait un peu peur, quoi. Au début, tu te dis, mais est-ce que je vais être capable de le faire? Et en fin de compte, avec tous les paramètres de travail dans l'entraînement, oui, c'est passé. On est tous passés par là. Nico, une petite question? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça fait écho. Hier, j'ai regardé un peu le décryptage de la prépa d'Étienne Daguinos sur son semi et son 10 km, et j'ai été surpris pour nous par son kilométrage qui était justement relativement faible par rapport à ce que nous on fait dans le trail, et c'est vrai qu'il y a une différence. Et ma question, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça, c'était plus c'était quoi ton quotidien quand tu étais athlète de haut niveau sur 1500 principalement? Tu étais vraiment athlète de haut niveau, c'est-à-dire c'était ton métier full, tout était tourné autour de ça? Ou est-ce que à ton niveau, même si tu étais une excellente athlète, tu l'as bien expliqué, on soutient vraiment que les top athlètes à la Fédé,
Et est-ce que tu devais concilier quand même cet entraînement de très haut niveau avec concourir avec les meilleurs du monde, tout en ayant un travail à côté, ça se déroulait comment? Parce que c'est souvent ça aussi la grosse problématique, c'est que quand tu n'arrives pas à passer le cap, tu dois à la fois t'entraîner à fond et pas avoir les conditions des meilleurs. Et donc, du coup, c'est toujours très dur de passer ce cap-là, quoi. Ouais, bien évidemment. En fait, j'ai eu une partie de ma carrière où j'étais en études, donc ça le faisait. Après, voilà, moi, si je devais redessiner ma carrière, je partirais clairement à l'étranger parce que en France, je trouve ça dommage que l'État français ils mettent pas un point plus important sur le développement du sport avec les études, parce que pour moi, c'est un point sociétal hyper important tant pour former des personnes dans un bel état d'esprit et avoir un corps en bonne santé. Donc pendant les études, on va dire que j'ai réussi à m'organiser comme je pouvais, qui me laissait assez de temps. Et puis après, j'ai commencé à travailler, j'ai été professeure en collège. Et là, effectivement, je m'entraînais 2 fois par jour, enfin 1 à 2 fois par jour. Et d'ailleurs, c'était une année où je faisais des volumes au-dessus de 100 kilomètres par semaine, donc c'était compliqué. Et en plus de ça, je rénovais un appartement que je venais d'avoir acheté. Donc ça a été et ça, c'était 2 ans avant les Jeux. Donc ça a été une saison très, très, très dure pour moi, psychologiquement, physiquement, tout. Et l'année avant les Jeux, vu que j'ai signé un contrat équipementier, ça m'a permis d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir arrêter de travailler. Mais en fait, le mal était fait. Mon corps, il avait déjà été abîmé l'année d'avant. Donc voilà, ça a été une année compliquée. Et physique et financièrement, c'est sûr que c'est un choix de vie où si on n'est pas accompagné par nos proches ou par des gens qui nous aident, tant dans notre support que support financier, c'est très compliqué parce qu'effectivement, quand on vivote dans les meilleurs mondiaux mais sans l'être, financièrement, on peut pas vivre correctement. Donc voilà, ou en tout cas, on vivote, quoi, on vivote. Après, ce qui est bien, c'est que vu que l'athlétisme, c'est un sport où on s'entraîne, beaucoup, voire même trop parfois, et qu'en plus on a les soins, en fait, on passe notre temps à s'entraîner, à dormir, à manger, que même socialement, si on est assez limité, au moins on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est sûr que c'est un choix de passion quand même la plupart du temps parce que aujourd'hui, à moins d'être vraiment surdoué, l'athlétisme, c'est pas un sport d'opportunité, quoi. C'est pas du football ou d'autres sports où tu te dis j'ai un talent pour ça, ça peut valoir le coup de le cultiver. L'athlé, au-delà du talent, il faut quand même à un moment donné avoir cette envie-là. Mais bon, cette envie suffit pas parce qu'au bout d'un moment, tu t'en as parlé, mais je pense que le plus difficile, c'est pas tellement de s'entraîner, c'est à la fois de récupérer et aussi, enfin, moi en tout cas, qui était athlète de haut niveau, alors il n'y a pas le même niveau, mais le plus dur quand tu travailles en parallèle, c'est pour moi la charge mentale, parce qu'en fait, tu n'as aucun moment où tu peux vraiment te poser. Et ça, les gens le comprennent pas toujours, mais s'entraîner, c'est une chose, mais en fait, quand on s'entraîne dur, faut tellement de ressources mentales pour répéter ces entraînements difficiles. Faire la sieste ou même te poser dans ton canapé à rien faire, c'est une forme de travail dans le sens où c'est me relaxer mentalement pour être capable les jours suivants de réenchaîner ces entraînements difficiles. Et surtout, t'en as parlé, c'est un peu plus fun, je pense, le trail, mais quand tu fais du 1500 mètres, j'en ai jamais fait, tu as parlé des filières, nous on parle de zones parce que globalement on a une seule filière, quand même plutôt une filière aérobie, mais vous faites des efforts beaucoup plus on va dire, hein, on va se faire taper sur les doigts, mais terme un peu grand public, c'est lactique. Et ça, c'est vraiment très exigeant mentalement parce que c'est très, très douloureux. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on néglige souvent quand on n'est pas un full athlète professionnel, c'est cette charge mentale qu'on va avoir au quotidien. Et tu en as parlé aussi dans ton exemple, c'est la durée du projet qui est souvent pas pérenne quand on est à 110% et qu'on se respecte pas totalement, quoi. Non, parce que c'est clairement quand on a des projets de haut niveau comme ça se fait pas sur 1 an, ça c'est sûr. Moi, aujourd'hui, j'ai 12 ans de carrière derrière moi et en fait, j'aimerais pouvoir si je pouvais recommencer ma carrière d'athlète, elle se passerait beaucoup mieux parce que j'ai aussi beaucoup d'expérience et je pense qu'il y a un moment donné, il faut savoir primer sur la qualité que de la quantité et nous, en France, on aime bien faire et de la qualité et de la quantité. Et du lactique et de la technique et de tout. En fait, c'est quand même très particulier à l'entraînement français. Et sauf qu'à un moment donné, quand on n'a pas des situations qui nous permettent de le faire, je pense qu'on veut en faire trop
et ça marche pas forcément. Moi, j'ai vu, voilà, j'ai vu d'autres athlètes comment ils s'entraînaient, notamment Alice, et Alice Alice Finot, quand elle travaillait encore en tant qu'ingénieure, et ben elle avait un entraînement qui était beaucoup plus, voilà, il y avait moins de choses, mais par contre, ce qu'elle faisait, elle le faisait bien. Et par contre, aussi dans la structure de l'entraînement, comme tu disais, alors oui, nous, c'est du lactique, mais aujourd'hui, je pense qu'on a vu beaucoup de bienfaits sur le travail foncier. Et moi, je l'ai vu cette année, hein, pour le coup, alors ça a été décrit dans des revues scientifiques, mais moi, je l'ai vu cette année sur le terrain. Je veux dire, hier, je suis allée sur la piste, j'étais capable de courir en moins de 14 au 100 mètres, encore à l'entraînement, alors que je touche plus à la piste depuis plus de 11 mois. Et je suis capable aussi je pense, d'être pas très loin de mes records sur 10 km actuellement, alors que pareil, je fais plus d'entraînement du 10K. Mais par contre, on travaille la zone 1, la zone 2, la zone 3. On travaille le lactique dans des côtes. On travaille, en fait, on travaille vraiment différemment, et on met un gros axe sur la base fondamentale pour le trail. Mais finalement, c'est beaucoup moins exigeant. Et pour le coup, je veux dire, je fais encore des choses qui sont très honorables et où j'arrive encore à courir vite. Et je pense que ça, parfois, il y a certains coachs, ou en tout cas, on a toujours l'impression de dire pour être fort, il faut que je m'entraîne fort. Pour être fort, il faut que ça soit dur. Alors que non, pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment trouver un équilibre dans ça. Et de ce fait, mentalement, tu vas être moins fatigué. Et donc, si tu as une activité en parallèle, ça va te permettre aussi d'apprécier beaucoup plus ton travail à côté, parce que l'entraînement va être moins dur et va être beaucoup plus de plaisir. Je pense qu'il faut vraiment, enfin, voilà, moi je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus, sur se dire que non, c'est pas parce qu'on fait un sport qui est difficile que l'entraînement, ça doit être dur tout le temps. Et voilà, il m'a fallu 12 ans pour comprendre ça. Et aussi, le fait que maintenant j'ai 28 ans et beaucoup plus de conscience de mon corps aussi. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment important, surtout chez les jeunes et dans les jeunes générations, de se dire non, c'est pas parce que tu fais du 800, du 1500 ou que tu fais de l'ultra que ça doit être dur, que tu dois finir l'entraînement avec la tête à l'envers. Non, pas tout le temps. Et moi, j'ai rajouté une zone 6 dans vos échelles de zone là, et je m'interdis d'aller chercher cette zone 6, parce que pour moi, cette zone 6, c'est la zone de compétition. Et je veux plus terminer des entraînements par terre à vomir, ça c'est fini. Et je pense que c'est vraiment important pour les gens qui nous écoutent et dans l'entraînement, de se dire qu'il y a une zone qu'il faut pas passer, parce que c'est une zone compète. Et celle-là, ça te fait vider les batteries, tant physiquement que psychologiquement. Ouais, super intéressant. Après, heureusement, on a l'impression que c'est un peu en train de changer cette mentalité de se déchirer complètement à chaque entraînement. La nouvelle génération d'entraîneurs aussi qui arrive insuffle quelque chose de nouveau, et notamment prend en considération cette part mentale qui, comme tu l'as dit, est super importante. Moi, j'avais 2 questions. Du coup, est-ce que tu as complètement opéré la transition sur le trail et l'objectif, c'est de faire du trail? Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as eu des retours de la Fédé par rapport à ça? Parce que tu as quand même, on l'a dit, une athlète qui fait du haut niveau sur piste. Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce que la Fédé t'a conseillé, t'a dit de rester sur la piste? Enfin voilà, j'aimerais avoir ton retour là-dessus. Alors oui, c'est 100% en trail. C'est terminé pour moi, la piste. Peut-être que j'irai dépanner mon club aux interclubs, mais et encore, je le fais par amour du club, mais pas par amour de la piste. Donc là, en termes d'objectifs, j'ai pris mon dossard pour l'UTMB de Nice en septembre. Donc ça va être un gros challenge, parce que 52 km, il faut absolument que mon corps soit à 150% réparé, ce qui n'est pas encore le cas. J'ai encore des petits trucs, mais ça va, ça demande beaucoup de temps, mais ça avance. En fait, dû à la piste, j'ai créé des gros déséquilibres musculaires, parce qu'on tourne tout le temps dans le même sens. Et du coup, là, je suis en train de rééquilibrer tout ça. Je passe pas mal d'heures à faire des petits travail de reconnexion neuronale, musculaire, renforcement, etc. Donc voilà, et les championnats de France qui restent sur un format assez court, 32 km, c'est quand même, enfin, voilà, je dis court alors que c'est quand même très long, mais pour des trailers, c'est court. Donc voilà, ça, c'est mes objectifs. Je vais faire l'UTMB de Saint-Jacques aussi en juin, et là, la Pastourelle, le 8 mai. Ah, magnifique. Quel très bon choix.
Ouais, ça va, bah, j'habite pas très loin, donc Bah oui, t'as bien raison. ce que j'aime aussi dans le trail, c'est que notamment cet hiver, j'ai pu, pour le moment, parce que j'espère retoucher à enfin, j'ai quand même l'objectif de retoucher à l'international, hein. Voilà, mon objectif, c'est quand même remonter à l'international, mais en tout cas, jusqu'à présent, je suis capable de courir des courses qui sont proches de la maison. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, bah, tant pour mes valeurs que pour mon bien-être, parce que bah, voilà, ça reste proche et j'ai plus trop envie de voyager comme je voyageais avant. Et c'est en plus de la fatigue supplémentaire, donc je vais faire très attention à ça sur les prochains mois et les prochaines années. Et après, par rapport à la question que tu me posais pour la fédération, non, je suis partie, enfin, aujourd'hui, je pense que sur mes réseaux, je l'ai pas annoncé, ça va arriver officiellement, mais voilà, par exemple, j'ai gagné l'Ecotrail qui a fait un peu du bruit quand même, en tout cas au niveau des réseaux sociaux. Je sais pas ce que ça vaut en termes de performance, mais je m'en fiche parce que mon objectif, c'était de faire 35 kilomètres. J'ai réussi. Mais en tout cas, non, j'ai pas été contactée par la Fédé. J'ai plus aucun lien avec la fédération. Pas que je le veuille pas, mais parce que bah, c'est eux qui ont pas pris qui ont pas fait de lien avec moi. Et puis voilà, c'était ça c'est la question, hein. Ouais, non, c'était pour savoir si ouais, tu avais eu un retour. Je m'attendais un petit peu à cette réponse-là, malheureusement, mais voilà. Bah, après, je sais pas quels sont les liens entre la Fédération française d'athlétisme et le trail, parce Non, que mais pas par rapport à la partie trail, parce que je Mmh. pense que d'ailleurs, ceux qui sont dans le trail, potentiellement, dès qu'ils voient un potentiel intéressant, ils pourraient éventuellement te contacter, je sais pas. Mais c'est plus par rapport à la fédé liée à la piste. Parce que, comme je disais, tu étais quand même une athlète de haut niveau sur piste. Donc, est-ce qu'il y avait un accompagnement autour de ça? Et ça rejoint ce que disait Nico tout à l'heure, où bah, en fait, si tu as une fédé aussi qui t'aide pas, que ce soit financièrement ou sur tout un tas de choses autour, c'est compliqué de faire du haut niveau, quoi. Ouais, bah, ce qui est certain, c'est que financièrement, la plupart des athlètes, qui sont alors la fédération suit très bien les très bons athlètes, les nos tops qui sont Mmh. potentiellement médaillés, ça, ils sont très bien suivis, mais bah, il faut faire ses preuves pour pouvoir être, suivi de cette façon-là. Et après, c'est vrai que financièrement et du fait qu'en plus les jeux soient passés, je sais qu'au sein de la fédération, c'est très compliqué. Déjà avant, c'était compliqué financièrement, mais alors maintenant, c'est encore plus compliqué. Donc il faut vraiment aller chercher des contrats privés. Et d'où le fait aussi que, bah, en passant sur trail, personnellement, que j'arrivais pas à avoir quand j'étais athlète, puisque le seul mot, ou en tout cas le seul regard que les gens ont sur l'athlétisme, c'est les Jeux Olympiques. Voilà, à part les Jeux, je me suis vraiment donné l'objectif aussi d'aller toucher, j'espère, plus d'entreprises, surtout d'un point de vue local, donc en Corrèze et dans l'Aude, pour essayer d'aller chercher des finances, notamment. Nous, on a une grosse entreprise là, à Andros, dans le Lot, donc j'espère qu'ils seront intéressés par mon profil et voilà, pour que financièrement, bah, je puisse plus, en tout cas, en vivre un peu plus facilement, quoi. Alors bien évidemment, il faudrait que je fasse mes preuves, mais en tout cas, c'est ce que j'avais pas en athlée et ce qui est très dur à aller chercher en athlée, donc j'espère que le trail pourra ouvrir plus facilement ses poches financières, quoi. Intéressant. Et juste, ouais, moi j'ai une question. Est-ce que tu penses que ton exemple, ou est-ce que tu as déjà entendu parler au sein du milieu de l'athlé des filles ou des garçons qui pourraient justement être intéressés par faire cette transition-là, qui se disent, ah, le trail c'est quand même intéressant. On se rappelle, il y a 5-6 ans, le trail c'était encore vraiment, non, on n'y va pas, c'est ceux qui savent pas courir. Et on sent qu'il y a quand même une transition qui est en train de se faire. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres athlètes qui pourraient être motivés par ça? On parle notamment de Manon Trapp qui a déjà montré des intérêts pour la montagne. Alors, bah, Manon Trapp, c'est un peu différent parce que c'est plutôt la route. Moi, en tout cas, d'un point de vue athlé pur et dur, pistard, non. Je pense que la différence entre l'athlé et la piste, c'est que faire de la piste, ou même de la route, hein, c'est aimer courir. Et pour moi, c'est pas suffisant de juste aimer courir pour passer au trail. Pour passer au trail, il faut aimer courir, certes, mais il faut aussi aimer la nature. Et donc, des gens qui aiment la nature dans le cercle athlètes, en tout cas, qui aiment suffisamment la nature pour passer au trail. Moi, en tout cas, quand j'étais avec tout le groupe d'athlètes, j'en ai jamais croisé. J'en ai jamais croisé. Donc, en tout cas,
de ce point de vue-là, je ne crois pas. Après, entre l'athlé et que ce soit la route, parce qu'on a vu à Sanchadi, à un moment donné, je crois qu'il avait fait un trail. Et non, mais c'est dur, hein. C'est vraiment très dur. Enfin, même moi, mon coach, il me fait rigoler parce qu'il me taquine tout le temps. Je suis un bébé du trail. Encore la semaine dernière, j'ai fait une déshydratation en montagne. Alors, je suis partie qu'1 heure et demie, mais j'ai pas pris assez d'eau. Il y a plein de trucs qu'on apprend. Et en fait, tous ces paramètres-là, c'est assez incroyable parce que c'est très différent de la route et de la piste parce que c'est pas le meilleur qui va gagner. C'est celui qui va mieux gérer tous ces paramètres-là, la côte, comment manger, comment s'hydrater, courir, pas courir dans les côtes, etc. Et il y a vraiment une maîtrise de soi qui est assez folle. Et aussi, ben, il faut tester. Il faut tester. Et ça, pour moi, c'est vraiment la différence avec la course. Donc, la course, piste et route. Donc voilà, en tout cas, moi, de ma connaissance, non, j'ai pas croisé des gens qui... faut être un peu fou quand même pour faire du trail, hein, faut pas se le cacher. Non, c'est vrai, c'est dur. On a des beaux exemples du côté américain avec Grayson Murphy, Anna Gibson et tout qui performaient à très très haut niveau sur 1500 je crois pour Anna et 3000 steeple pour Grayson et qui sont juste strato quoi sur les formats golden. Hein. Voilà, Grayson, je crois qu'elle a un petit souci, mais ça a ouvert la porte. Je pense ça a dû donner des idées quoi. Bah merci parce que du coup j'aimerais bien aller sur des golden, donc j'espère que je ferai comme elle. Ah bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Merci. Non, mais je pense vraiment qu'il faut vraiment aimer la nature. Enfin, voilà, pour moi c'est ça, c'est ça la différence et il faut vraiment avoir un attrait et se retrouver et voilà et aimer avec soi, enfin aimer être en nature. Quoi. Merci beaucoup en tout cas Charlotte, c'était super intéressant. On va accélérer un petit peu parce qu'on est tous pris malheureusement par nos calendriers respectifs et du coup on va vous faire nos petites recos de la quinzaine et on va commencer par Nico parce que Nico je crois que tu dois partir dans pas longtemps. Mais je vais revenir sur ce que j'ai évoqué parce que j'ai bien aimé et cette prise de recul et cette logique dans l'entraînement, ça restera un peu dans l'entraînement pour ceux que ça passionne, mais sur la chaîne Runwise, le décryptage de l'entraînement d'Étienne Daguinos, parce que j'ai des petites anecdotes personnelles, mais j'ai vu qu'il avait beaucoup moins de conditions physiques que moi avant mon marathon et qu'il court beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, comme quoi, il faut avant tout la bonne logique dans l'entraînement et vraiment quelque chose qui est plutôt pour les gens qui sont passionnés de l'entraînement, mais très qualitatif et qui rejoint ce que Charlotte a dit juste avant, c'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas s'entraîner trop vite. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu surpris par le fait qu'il ne s'entraînait pas beaucoup en contrôle, surtout dans sa première phase de développement. Et j'ai trouvé ça hyper pertinent. Chouette. Margot, une petite reco. Ouais, moi, c'est encore une vidéo YouTube, enfin un petit docu sur la chaîne de Arte qui s'appelle « Peut-on jouir dans un monde injuste ?» Jouir dans le sens profiter de la vie, je précise. En gros, c'est est-ce qu'on peut profiter des plaisirs de la vie dans un contexte politique et social tellement complexe et injuste. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir comment il y a des systèmes de culpabilisation qui sont utilisés depuis des décennies, notamment par l'Église à l'époque, et comment ça détourne d'un potentiel soulèvement collectif. Bref, en gros, à trop scruter les éthiques personnelles et politiser un peu tous les petits gestes du quotidien, on oublie les responsabilités collectives. Et je trouve ça hyper intéressant pour peaufiner ces petites réflexions personnelles et essayer d'avancer sur les plus grosses réflexions collectives. Toujours masterclass, tes recos. Mathieu, des petites recos. Et d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais Théo a dû malheureusement nous quitter parce qu'il avait un train. Donc du coup, c'est Mathieu qui va nous faire une double reco entre sa reco et la reco de Théo. La reco de Théo, c'était l'association 2048 qui cherche à donner la parole aux athlètes pour imaginer le futur du sport et de l'événement olympique face aux enjeux environnementaux et sociaux. Ils ont mené donc en 2024 des groupes de travail pour avoir des grands scénarios. Et puis l'objectif en 2025, c'est de faire voter au maximum les athlètes, qu'ils soient pros ou amateurs. Et donc, je vous mets le petit lien dans la description pour que vous puissiez aller donner votre avis afin qu'ils puissent ensuite mener une campagne de lobbying, on va dire lobbying positif auprès des institutions. Et puis, ma reco perso, c'est encore une fois sur un réseau social du diable, malheureusement. Ça va se passer sur Instagram, mais encore une fois, un compte qui devrait vous inciter à ressortir et puis à vous reconnecter au vivant. C'est le compte Alex777 Terrier.
Donc, je vous mettrai le lien dans la description, ce sera plus simple. Et malheureusement, j'ai pas de jardin personnellement car je vis en appartement, mais suivre ce compte, ça donne drôlement envie de s'y mettre. Il donne des conseils simples pour optimiser son petit potager, faire un lombricomposteur. Et ce qui fait vraiment la différence, qui rend ses vidéos incroyables, c'est son petit accent du Doubs ou du Jura qui me fait sourire à chaque fois. Et donc, je vous mets un petit extrait pour que les experts des accents puissent nous aider à identifier. Ah, c'est bon. Parce qu'il n'y a pas assez de lumière sur scène. Du coup, il faut que le camp pour en trouver. Il est temps de changer de campement, tu veux pas les voir filer. En dépôt, tu remplis de terreau. Tu déposes ton sac de terreau. Avant tes pots. Bref. Putain, je l'ai vu passer celui-là. En vrai, c'est trop bien, il faut le suivre. Ouais. Très marrant. Du coup, dédicace à nos potes Théo Bourgeois et Léandre Santin qui ont aussi un très bel accent. Charlotte, je te prends un petit peu au dépourvu. T'aurais une petite reco à nous conseiller? Heureusement, j'ai écouté un podcast avant-hier. J'ai écouté un podcast ça s'appelle À nos joies féministes. Donc c'est un podcast d'Arte. Margot, très bon choix. Qui lie en fait l'écologie et le féministe pour dénoncer un peu cette société patriarcale qui casse nos cœurs et qui casse notre planète. Voilà. Trop chouette, merci beaucoup. Et puis allez, moi je termine avec une reco YouTube, la chaîne YouTube de Matteo Balès, B-A-L-E-S. C'est un créateur de contenu qui fait des blagues, c'est comme ça qu'il se définit, mais qui vient de sortir une vidéo qui retrace son aventure sur le 110 km du Nice-Bas-UTMB, dans lequel il a été soutenu et équipé par Millet. Très cool de voir que le trail commence à toucher tout un tas de milieux différents, parce que Matteo, c'est clairement pas... une personne c'est quelqu'un du milieu artistique et donc c'est vraiment chouette de voir tout ce milieu-là aussi arriver un petit peu dans le trail, et il fait souvent aussi du contenu engagé en faveur de la préservation de l'environnement. Donc voilà, à suivre pour égayer un petit peu vos chaînes YouTube et puis votre compte Insta aussi, puisqu'il a un compte Insta. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Charlotte d'avoir été avec nous, c'était vraiment très chouette. Merci les amis. Ouais, merci à tous. Si vous êtes encore là les auditeurs, je vous invite bien sûr, je perds pas le nord, à aller nous suivre sur notre page Instagram pour nous soutenir. On a déjà dit au début. Oui, mais il faut le redire à la fin, parce que là tu vois, maintenant ils ont fini, ils ont le temps de le faire. Donc voilà, allez nous suivre sur Instagram et puis n'hésitez pas à aussi rejoindre le canal pour venir interagir avec nous dans un prochain épisode. Allez, salut tout le monde, ciao. Ciao. Bye, salut à tous. Allez.